Let's go. Ah, super, trop Bonjour cool. Bah, bonjour tout le Vilocan, monde. bonjour Itzesme Riel. Bonjour tout le monde pour ce nouveau book Diableresse. club. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, ceux et celles qui sont déjà là, parce que ça fait du référencement, c'est trop cool. Et bienvenue à Carolina. Merci beaucoup. Oui, aujourd'hui, on a trop le plaisir d'accueillir Carolina de la chaîne La Carologie, que voilà, vous connaissez bien sûr sans doute. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Oui, merci d'être venue. Et du coup, peut-être pour commencer, on te laisse te présenter parce que tu le feras beaucoup mieux que nous. Ok, du coup, on a une heure N'hésite et pas à demie, te c'est ça recentrer quand je me recule. Ouais. On a une heure et demie, c'est ça? Ouais. Ouais, environ. Ça, je peux évaluer mon débit, qui est Une heure et assez demie, conséquent. Variable. Enfin, ajustable, Oui. selon. Du coup, je vais me présenter rapidement. Ça fait depuis 2015 que je fais des vidéos sur YouTube. J'étais partie à la base juste pour faire du partage sur les sujets qui me touchaient. J'avais besoin de beaucoup d'authenticité, d'intimité. L'idée de publier des vidéos, c'était dans l'optique de rendre normal et de retirer une charge un peu de tabou sur des trucs qu'on vivait a priori tous et toutes, comme les difficultés émotionnelles, les difficultés relationnelles, les questionnements perso, les trucs liés aux troubles de santé mentale, etc. Donc ça, c'est comment j'ai commencé mes vidéos quand j'avais 18 ans. Et c'était vraiment un moyen d'avoir du lien avec des gens pour trouver des gens qui vivaient à peu près la même chose. Et pour aussi aider à sortir de la solitude les personnes les plus isolées. Et après, j'ai continué à faire mes vidéos pendant 11 ans maintenant. Et ça a un peu dérivé sur du contenu plus critique, plus politique. J'ai fait des études de sociologie, j'ai fait un bachelor. Et maintenant, je continue de faire ça dans une optique de vulgarisation. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de joindre l'aspect très personnel et intérieur avec l'aspect plus politique et structurel dans des contenus qui parlent de divers sujets, mais ça tourne globalement autour de questions de féminisme, des luttes queer, des luttes contre les violences faites aux enfants, etc. Enfin bref, plein de sujets qui se recroisent et du coup beaucoup de santé mentale aussi. C'est un peu difficile à expliquer, mais je l'ai fait. Voilà. Trop bien. Mais du coup, pour recadrer un peu le live d'aujourd'hui, comme vous le savez sans doute déjà, aujourd'hui on fait un format book club où on a invité Carolina pour discuter de l'ouvrage Trauma de Juliette Drouard. Je l'ai aussi. Donc voilà, l'idée à chaque fois, pour chaque séance de book club, c'est de discuter d'un livre avec une invitée. Ça peut être l'auteuriste, ça peut aussi être une personne qui est experte. Là, on trouvait super de t'inviter, Carolina, parce que tu fais du contenu qui nous intéresse trop depuis des années. Et aussi, tu fais des comptes rendus de livres. Et comme je te disais avant, hier encore, j'ai fait un tour sur ta chaîne et il y a déjà 10 ans, tu faisais déjà des petites capsules vidéo sur tes lectures. C'est vrai. Coup, aussi, pour un peu faire l'introduction, je voulais peut-être, on peut faire un petit tour de notre rapport à la lecture, genre dans ta vie jusqu'à maintenant. Bien sûr. Je sais pas, vous voulez commencer ou Vas-y. Je repars. Sauf si tu as besoin qu'on lance la machine. Non, vas-y. Non, vraiment, moi je suis inépuisable. Je peux parler pendant des jours entiers. Mais en gros, moi, la lecture, je pense que comme pour plein de personnes très jeunes, j'ai compris que c'était genre un peu the support. Genre, si c'est écrit dans un livre, c'est que c'est vrai. Et c'est évidemment pas la vérité. Il y a plein de livres qui disent plein de conneries. Et donc, c'est pas parce que quelque chose est sous forme de livre que c'est forcément vrai. Mais j'ai grandi avec cette idée que lire des livres, c'était important, que ça nous rendait intelligents, etc. Et donc, comme j'ai vécu énormément de gaslight quand j'étais jeune et de traumatismes divers, l'idée de trouver des informations dans des supports matériels, ça m'aidait à me dire ok, si c'est quelqu'un qui l'a écrit, c'est que c'est vrai, quoi. Genre, c'est pas moi qui ai des pensées perchées et tout, il y a déjà quelqu'un qui a pensé, qui en a fait un livre, donc c'est fiable. Et donc, au départ, je lisais plutôt des trucs vraiment plutôt axés développement personnel. C'est vraiment ça qui m'a d'ailleurs fait commencer ma chaîne, où je me disais mais c'est incroyable les découvertes que je fais, il faut absolument que tout le monde le sache. Et en fait ça m'aidait réellement dans mon quotidien à supporter certaines choses qui étaient assez insupportables. Et pour moi la lecture c'était vraiment genre une recherche de confirmer ou de contredire, mais idéalement de confirmer des choses que je pensais déjà. Et donc l'épiphanie de se dire cette pensée quelqu'un d'autre l'a eue, du coup je suis pas complètement cinglée, parce que on y reviendra, mais la question de la folie ça a été aussi un gros sujet dans mes contenus. Et du coup il y a l'idée de c'est concret, c'est là, c'est vrai. Et après progressivement j'ai plus lu pour les études, l'université et tout. Et j'étais assez dégoûtée assez vite de la
quantité gargantuesque de choses à lire obligatoires. Surtout des études de socio, je crois, donc Ouais. du Bourdieu. Mais j'adore les ouvrages de sociologie, Ouais. mais je déteste le fait que le langage académique en fait qui est inaccessible et tout. Et en fait, quand je dis que ça m'a un peu dégoûté, c'est que des fois il y a des trucs hyper simples à dire qui sont dits d'une manière indigeste parce que ça doit faire académique quoi, et qu'en fait on va prendre 10 pages pour dire un truc qui aurait tenu en un paragraphe et que ça aurait été tout aussi clair. Et ça, j'avoue que j'ai eu un peu de mal, d'où l'intérêt de faire des vidéos pour parler de livres, parce que je viens pas d'un monde universitaire du tout, ni culturellement bourgeois ou quoi que ce soit, bien au contraire. Et donc pour moi c'était hyper important que toutes ces choses soient audibles par n'importe qui, même par des enfants par exemple. Donc j'ai vraiment toujours l'idée de me dire rendre le truc le plus clair et simple possible, mais par contre du coup ça veut dire que des fois trop vulgariser, ça implique aussi de perdre en rigueur et en précision, donc j'essaye de trouver un mieux. Mais oui, tout l'intérêt de notre book club aussi, c'est ce qu'on voulait faire, c'est un peu démocratiser des lectures qui d'habitude sont peut-être lues dans des milieux plus militants ou académiques traditionnels, quoi. Mais ouais, de le faire de manière accessible. Et peut-être, avant d'enchaîner sur Pierrick, genre est-ce qu'il y a un ouvrage, un essai qui t'a particulièrement marqué? Ouf. Je pense qu'il y en a plein. Désolée pour cette question. Je dirais que ça dépend des sujets, mais si par exemple je devais offrir qu'un livre dans ma vie à quelqu'un, ce serait Sarah Schulman, Le conflit n'est pas une agression. Trop cool, merci. Vraiment. Je pense qu'on va en parler après. Oui. Et dans le chat, mettez-nous grave vos livres préférés, parce qu'on veut trop des idées pour les prochains book clubs, donc on serait trop heureux de savoir. Oui, du coup, Pierrick, ton rapport à la lecture, ton ouvrage préféré? Oula, moi je vais être un peu plus bref. Moi j'ai lu beaucoup quand j'étais jeune. J'ai lu pas mal, d'abord comme tout le monde un peu je pense des fictions, et puis après je lisais beaucoup la presse assez jeune, genre j'ai commencé à lire des journaux vers 15 ans machin, et après je suis parti faire également des études de sociologie. J'ai fait sciences politiques à Lausanne, et même ressenti que toi, énormément de lectures, beaucoup de volumes, beaucoup de choses artificiellement complexes parfois, qui m'ont et puis surtout cette exigence de lire avec en prenant des notes, de faire une lecture active, et aussi cette espèce d'injonction à retenir exactement ce que tu es en train de lire, parce que tu sais que ça sera matière à examen, parce que tu sais que tu vas ça devoir devient une perf en fait. Exactement, c'est de la lecture performative au fait finalement. Dans tous les sens du terme. Et du coup j'ai perdu pas mal le goût à la lecture, et j'essaye de m'y remettre. Moi ça fait 2-3 ans là que après les études, après le master, j'ai quasiment rien lu. Je regardais beaucoup, j'ai consommé de la lecture autrement. J'ai beaucoup regardé des vidéos qui faisaient des recensions de livres, des chaînes YouTube qui parlaient de certains ouvrages. Je suis sûr que je suis pas le seul. Dites-moi si je suis le seul complètement zinzin, mais je regardais des vidéos sur des livres qui me donnaient envie de lire le livre. J'allais acheter le livre et il est dans ma bibliothèque, il n'a jamais été ouvert. J'ai toute une bibliothèque de livres qui n'ont jamais été ouverts chez moi. Et voilà, donc maintenant c'est un peu j'essaie de faire un peu ma renaissance en essayant de lire plus, de reprendre un peu parce que j'ai l'impression que ça s'entraîne, cette habitude de lire, de garder la concentration et tout. Oui, et puis c'est pas forcément, rien que lire tout court en dehors des études ou quoi, c'est déjà une pratique qui est hyper située. Il y a des gens qui totalement. Jamais, pour plein de raisons différentes, que ce soit des difficultés liées, je sais pas moi, à la dyslexie ou autre, peut-être des difficultés de concentration, peu importe, ou juste parce que c'est pas du tout culturellement intégré. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que pour moi c'est hyper important de rendre ces contenus accessibles dans d'autres formats, parce qu'en fait il n'y a pas de raison que genre the savoir légitime soit que là dans des feuilles de papier, et que en fait ça ait moins de valeur si c'est dit en podcast ou si c'est dit dans une vidéo ou à travers des images. Donc voilà. Un des trucs qui m'a vachement décomplexé, qui m'a vachement motivé à reprendre aussi, c'est quand j'ai compris que des essais politiques ou des essais tout court n'avaient pas forcément besoin d'être lus comme un roman de A à Z, que tu pouvais picorer des bouts dedans et quand même comprendre des trucs, ou aller au chapitre précis qui t'intéresse et tout, et que en général quand le bouquin est bien fait, ça peut suffire. Ça, si jamais il y a d'autres personnes dans cette situation-là, moi ça m'a beaucoup
m'a beaucoup encouragé à reprendre un peu. Tu me rappelles que pendant mes études, quand j'étais en bachelor, moi je croyais que dès qu'on nous donnait des refs de certains bouquins, qu'il fallait avoir lu tout le bouquin. Et du coup, quand je me disais, bon, pour tel travail, il va falloir que j'ai toutes ces refs, je calculais le nombre de milliers de pages que je devais lire et je faisais des moyennes de par jour pour que j'ai tout lu d'ici 3 mois. Il faut que j'en lise genre 500 par semaine. Enfin, genre, j'étais vraiment genre dans un truc. Mais oui. Et j'avais pas capté. Mais parce que moi, à nouveau, je suis pas du tout dans le monde universitaire. Donc, en fait, moi, personne m'avait expliqué que en fait, tu peux faire du cherry picking. Quoi. Tu peux aller. Moi, je me suis dit, non, tant que j'ai pas compris du début de la première à la dernière page, alors je n'ai pas le savoir. Et du coup, je me complexais beaucoup et je comprenais pas comment ça fonctionnait. Bref. La fameuse technique intro-conclusion Mais du coup, pour rebondir aussi là-dessus, mais moi tout pareil en fait. Je crois que j'avais trop une passion pour la lecture au départ, et ensuite j'ai commencé à étudier la sociologie, et autant tout ce que j'ai lu c'était passionnant et ça m'a énormément appris. Mais c'est vrai que quand tu passes tes journées à lire du Weber, du Bourdieu, ensuite tu perds un peu l'envie de continuer à lire chez toi. Et je pense que j'ai vraiment toute une période d'études, peut-être 5 ans, où j'ai totalement arrêté par exemple de lire des romans. Aussi parce que j'étais un peu dans cette logique performative, un peu de productivité, à me dire maintenant quand je lis, ça doit être utile en fait, ça doit servir à quelque chose. Et là, ça fait vraiment peut-être 1 an que je me suis dit non, en fait, j'ai envie de relire des romans. Pour le plaisir. C'est ça, pour le plaisir. Et au final, ça t'apporte de toute façon quelque chose. Grave. Mais du coup, s'il y a des gens qui se sentent un peu dans ce mood-là, j'ai trouvé mon autrice préférée. Je vous recommande grave les livres de Wendy Delorme. Je ne sais pas si tu connais. J'ai jamais lu. Enfin, je connais de nom, mais c'est super. C'est une écrivaine, mais aussi militante. Et là, j'ai lu. Voilà, j'ai un blanc. Mais en gros, c'est un livre qui parle des vies minoritaires et queer. Et enfin, à la fois, c'est de la littérature et à la fois, tu sens tout l'engagement politique de l'autrice. Et je trouve que ça m'a grave permis de renouer aussi avec la littérature, aussi parce que je me suis rendu compte que la grande majorité des ouvrages de littérature que j'avais lus pendant le lycée, c'est des ouvrages d'hommes blancs, bourgeois, européens. Et du coup, c'est aussi un peu maintenant tout mon challenge d'essayer de à la fois décentrer un peu ma lecture, de la décoloniser, de lire des femmes, des personnes trans, etc. Aussi pour un peu décloisonner mes pensées, quoi. Oui, moi je vois tout à fait le... Petite incursion technique, est-ce que le son de Carolina est meilleur maintenant ? J'ai essayé de faire des réglages. Et bonjour, trop bien l'idée du book club et l'invité génial. Là, je lis Contraracial, c'est super intéressant, sans être trop complexe. Un peu, mais ok. Alors ça va. Merci Edenwald. Dites si le son ça va mieux de mon côté. Il faut peut-être que je m'approche de vous. Mais je pense que ça devrait aller là. C'est tout bon ? Le temps du feu. Oui, alors le temps du feu, il est vraiment super. Mais le livre en question, c'est un plus récent. Et c'est pas non plus Le Parlement de l'eau que j'ai pas encore lu. Le son va bien. Super. Tant mieux. Ok, parfait. Trop bien. Du coup, est-ce que... Enfin voilà, comme je l'ai dit en introduction... oui, c'est ça, rivière quelque chose. Et d'ailleurs, c'est toute une métaphore filée autour de la rivière et de l'eau, etc. Mais du coup, peut-être qu'on peut en venir à l'ouvrage. Est-ce que tu veux lancer Alors, avant de lancer la discussion sur le livre, je signale à toute fin utile, les personnes dans le chat, n'hésitez pas à venir poser les commentaires dans le chat, c'est important, au moins à dire bonjour. On a mis en place un système. Donc, est-ce qu'il y a des gens déjà qui ont lu le bouquin ou qui connaissent Juliette Drouard, qui ont lu des précédents bouquins? Si des gens ont lu le livre ou en ont entendu parler ou ont un avis, non, si vous avez un avis sans avoir lu le livre, en fait, non. On a mis en place un système de participation sur Discord. Vous pouvez taper ! Discord dans le chat, vous aurez le lien vers le Discord. Après, il faut aller s'inscrire sur le Discord et vous pouvez rejoindre un salon vocal pour venir dire coucou et venir faire une petite poser une question ou donner un avis sur le bouquin ou sur même sur nos échanges si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et sur lequel vous aimeriez réagir. Sachant que je serai extrêmement autoritaire dans ma gestion du Discord. On va pas éviter de tunnel, les tunnels. Hein, il y a des bouchons au Gothard, de toute façon c'est un long week-end. Mais je vois dans le chat que quelqu'un dit qu'il a déjà lu Juliette Drouard d'un précédent livre. Justement, peut-être qu'on pourrait juste dire en introduction que... un spi manquante qui dit qu'il lui reste une 40aine de pages, c'est suffisant pour venir intervenir si ça t'intéresse. Mais du coup, pour le contexte, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, Juliette Drouard, c'est
une auteurice qui est aussi thérapeute et qui a écrit en 2021, si je me trompe pas, Sortir de l'hétérosexualité. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Je ne l'ai pas lu non plus. Donc, c'était une première découverte pour moi aujourd'hui, Juliette Drouhard. Mais voilà, c'est un livre qui parle de la déconstruction des modèles traditionnels hétéronormatifs et de comment faire société autrement. Donc, j'imagine super intéressant. En 2022, IEL a corrigé un ouvrage qui s'appelle La culture de l'inceste. Et en 2025, il y a eu la sortie à la fois de Trauma, le livre dont on va discuter aujourd'hui, et à la fois d'un roman qui s'appelle Cui-Cui. Et si je ne me trompe pas, ça parle également d'incept du point de vue des enfants. Donc voilà, ça a l'air vraiment super intéressant. Pas du tout. Et du coup, on voulait te demander pourquoi ce livre, pourquoi c'est une lecture importante pour toi, est-ce que ça résonne avec tes engagements, tes différentes lectures, voilà. J'y viens, il y a quelqu'un juste qui a demandé qu'on présente le chien. Ah oui. Alors, je vous présente avec grand plaisir Bathiou, qui est mon chien. Il s'appelle Bathiou parce que je l'ai adopté dans un refuge en Hongrie. Et en Hongrie, un Bathiou, c'est une pâtisserie traditionnelle, c'est un petit pain fourré au fromage. Voilà. C'est extrêmement mignon. Il est vraiment adorable, très gentil, regardez-le. Et du coup, c'est un peu mon soutien émotionnel. Pardon, je me suis éloignée du micro. Mais chien de support émotionnel qui a beaucoup de travail. Et il a adoré le livre. Alors du coup, moi, si j'ai choisi ce livre, c'est parce que ça fait quand même quelques années que j'ai eu un peu une épiphanie par rapport à ma façon de conceptualiser la psychologie, la sociologie, le vécu traumatique, les relations avec les autres. Enfin, c'est des sujets que j'aborde beaucoup depuis toujours sur ma chaîne. Et j'avais déjà lu auparavant 2 autres bouquins dont on parlera plus tard, je pense, qui s'appelle Le corps n'oublie rien, donc de Bessel van der Kolk, qui est un psychiatre qui a travaillé sur le syndrome de stress post-traumatique complexe. Et un autre bouquin, du coup, Le conflit n'est pas une agression, de Sarah Schulman, qui pour le coup est un livre qui va plutôt faire un lien entre les dynamiques interpersonnelles et les dynamiques structurelles politiques, et surtout le rapport à l'agression et au trauma. Et pourquoi, du coup, je parle de ces 2 livres ? Parce que, en fait, j'ai l'impression que le livre de Juliette Drouhard, Trauma, c'est un peu, pas un résumé, parce que, évidemment, le travail de Juliette est un travail à part entière, mais moi qui avais lu les 2 autres bouquins avant, j'ai retrouvé l'essence un peu des 2 dans Trauma. Et je trouvais que c'était intéressant de voir ça résumé comme ça, avec le regard de Juliette, sachant que... on me l'a recommandé parce que justement des gens qui suivent mes vidéos m'ont dit ah mais là ce livre-là il parle exactement de ce que tu as dit dans ta dernière vidéo, tu devrais le lire. Donc voilà, c'est juste je l'ai proposé comme ça parce qu'il faisait partie du processus logique des lectures qu'elle allait suivre et voilà. Mais trop bien justement parce que nous quand on en discutait, on se dit qu'on s'intéresse tous à la psychologie et peut-être la critique qu'on a c'est qu'il y a souvent c'est souvent très au niveau individuel ou interpersonnel, mais finalement très peu de prise en compte des logiques structurelles, systémiques, etc. Et du coup, c'est pour ça, quand tu nous as teasé ce livre, on s'est dit, voilà, c'est un bon pari. Est-ce que ça marche ou pas ? On verra après dans la discussion, mais en tout cas, ça nous intéresse beaucoup de voir l'articulation entre les différents niveaux individuels, structurels, etc. Oui. Et du coup... Il y a la princesse Lala qui nous dit « Super livre que je lis de manière aléatoire, justement, ce matin, j'en ai lu un chapitre. Et j'ai pensé, ça serait trop chouette que la carologie fasse une revue dessus. » Donc super intéressant de se retrouver sur ce live dont je viens d'avoir connaissance. C'est bien. Bienvenue pour ce premier message dans le chat. Incroyable. Merci. Installe-toi. Bien confortablement. Bienvenue. Et pour continuer... Ouais, vas-y. Avant, on a une toute petite discussion, je trouvais super intéressant parce qu'on se disait, nous, comment on se situe par rapport à ce livre ? Alors moi, par exemple, j'ai étudié la sociologie, donc j'ai quelques bases, pas du tout la psycho, donc j'ai appris plein de nouvelles choses et en même temps, je me situe aussi comme une personne qui découvre Juliette Drouhard et peut-être j'aurais déjà dû faire certaines lectures avant de m'engager dans ce livre-là, mais c'est aussi un livre qui m'a parlé en tant que femme, en tant que personne ayant subi des VSS comme tellement de monde. Et du coup, je me demandais comment toi, tu te situes par rapport à ce livre, par rapport à ton parcours. Attends, parce que entre-temps, tu voulais dire un truc ? Non, vas-y. Faut pas te couper. Tu voulais dire... Non, vas-y. Moi... Personnellement, en le lisant, j'ai rien découvert de plus parce que j'avais déjà bien retourné la question dans tous les sens. Ce que j'ai bien aimé, c'est la façon de tout condenser et de découvrir une autre façon d'aborder les mêmes thématiques. Parce qu'en fait, un même propos peut être dit par différentes personnes et il y aura toujours quelque chose de nouveau à en tirer et ce sera toujours hyper intéressant de voir comment chacune, on digère une info et on la retranscrit après. Donc j'ai quand même beaucoup apprécié la lecture, même si en soi, j'étais pas...
je me suis pas couchée par terre de surprise parce que je me suis dit oh incroyable, je découvre un truc de fou. Mais ce que je trouve pertinent dans mon cas actuel, c'est que j'essaye moi maintenant de retranscrire tout ce que j'ai accumulé à nouveau dans mes prochains contenus que j'ai déjà commencé, mais j'aimerais encore plus le condenser, l'articuler, parce qu'en fait il y a tellement de variables à prendre en compte pour comprendre le lien entre les traumatismes psychologiques et les comportements sociaux et les différentes échelles d'expression de ces traumatismes et comment ça impacte du coup toute une structure et tout. En fait, il y a tellement d'infos que du coup, moi, ça m'entraîne à me dire, bon, quels sont les principaux éléments, dans quel ordre les présenter, quelles images utiliser pour que les métaphores ou les comparaisons puissent être parlantes, etc. Donc, moi, c'est vraiment un truc, je suis obsessed sur cette thématique-là depuis, je pense, bien 2 ans, bientôt. Sur la question du style et aussi autant de mettre la forme. Bah non, alors ça, depuis toujours. Oui, mais sur la question du trauma, en fait, ouais. du rôle du trauma dans nos vies et des émotions, en fait. Parce que, comme vous, à un moment donné, moi, j'ai fait un parcours universitaire et surtout, je me suis fait rétamer la gueule sur Instagram, sur Twitter, parce que j'étais hyper déconnectée, dépolitisée. Elle parle des problèmes sociaux à travers un prisme spirituel, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai été genre full matérialiste pendant longtemps, le matérialisme est très intéressant, hein, je dis pas le contraire, mais en fait, j'ai eu un gros rejet du rôle des émotions, de la psychologie, etc. dans l'explication des phénomènes sociaux. Et maintenant, enfin, après avoir fait tout ce parcours sur toutes ces années, j'ai fait 11 ans de thérapie, j'ai fait mes études, maintenant j'ai articulé ça de plein d'autres manières à travers des lectures et tout. Maintenant, j'ai la vision du truc. Là, c'est bon, ça y est, j'ai compris un peu l'écosystème que j'essaye d'expliquer. Et je veux absolument que tout le monde comprenne en quoi le traumatisme joue un rôle hyper important là-dedans. Donc voilà, déjà je me répète beaucoup. Non, peut-être. Vous me dites. Moi je vais réagir tout de suite en disant que moi le livre, alors il est assez simple, il est assez rapide à lire, il est assez simple à lire. Mais c'est vrai que moi il y a quand même énormément de choses avec lesquelles j'étais pas spécialement d'accord ou je vous l'ai dit en préparant un peu, j'ai eu l'impression de lire un espèce de carnet de notes avec énormément d'éléments dans tous les sens. Et d'après ce que moi, j'ai pas les 2 lectures préalables dont tu parles. Et du coup, j'avais l'impression, enfin, ce truc-là dont tu parles d'avoir aggloméré un peu deux approches différentes du même sujet. Je vois ce que tu veux dire, même sans les avoir lus, parce que j'ai eu cette impression-là que Yael avait essayé de faire ce travail-là, mais j'ai l'impression d'un travail pas abouti. Moi, en ayant lu le bouquin, j'ai l'impression que ça n'arrive pas à, en tout cas, me convaincre de la continuité. Il y a pas grand-chose qui est démontré. Et donc, j'ai eu l'impression de lire un peu un carnet de notes avec des observations jetées ça et là, certaines avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, certaines avec lesquelles je suis tout à fait en désaccord, et certaines, je sais pas, c'est un peu flou, j'ai pas tout à fait compris. Okay. Et tout. Donc, un peu la même impression en fait, et c'est pour ça que je trouve ça grave cool d'en discuter avec toi, parce que tu as une méga expertise sur le sujet. Et enfin, moi, pareil, il y a des trucs, j'ai appris des choses dans ce livre. Il y a des choses que je trouve aussi critiquables, ou en tout cas dont on peut discuter. Et du coup, pour préparer la séance, on se disait qu'on pouvait peut-être discuter d'abord des apports, qu'est-ce que ce livre peut nous apporter, qu'est-ce qu'on a particulièrement aimé. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, parler des pistes d'ouverture, de critique. Peut-être je peux commencer par mes apports, parce que ce sera moins développé. Hello Rouge Plume, et merci pour l'abonnement. Merci pour ton 16e mois d'abonnement. Beaucoup. Voilà. Abonné fidèle. Mais du coup, par rapport aux apports de cet ouvrage, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un ouvrage ressource. Moi aussi, je suis en thérapie depuis des années, et je pense que la première partie, je crois que c'est dans l'introduction et pas encore dans le chapitre 1, où voilà, elle explique qu'est-ce que le traumatisme, comment le corps réagit. Voilà. Moi, j'ai pas encore lu Le corps n'oublie rien, mais c'est vraiment... j'ai vraiment appris des choses, et la manière, juste à titre personnel, dont j'ai pu fonctionner à certaines périodes, etc. Je pense qu'avoir vraiment l'écrit d'une thérapeute sur ces questions, c'est super riche. Et par rapport toujours aux apports, le chapitre 3 que j'ai trouvé vraiment super riche, parce que c'est un peu comme... un chapitre qui présente des ressources qui sont très utiles et concrètes pour la question des traumatismes, de comment gérer. Il y a par exemple, je sais pas, des outils très concrets comme le violentomètre. Alors, on en a un peu discuté parce qu'on n'est pas totalement d'accord sur l'utilité ou non, mais je sais que moi,
quand on me l'avait présenté, c'était vraiment un outil qui m'avait paru super utile. Donc voilà, je trouvais que le chapitre 3 était vraiment, donnait vraiment avec des toutes outils les pistes d'action pour pas juste dénoncer des trucs et rester là comme ça, désemparés, mais dire bon bah maintenant on fait quoi avec tout ça. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'il est très riche. Tu veux... Non, vas-y. Je vais peut-être juste préciser le propos principal du bouquin pour les personnes qui auraient pas l'info. En gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un livre qui essaye d'expliquer en quoi les traumatismes expliquent l'existence de systèmes de domination sociale et en quoi les systèmes de domination sociale sont des générateurs massifs de traumatisme chez les individus et qu'en gros c'est un cycle qui s'entre-alimente perpétuellement, si je dois le résumer en une phrase. Et à la page 13 du livre, justement, il y a une citation qui résume très bien « Politiser la thérapie et thérapiser la politique ». C'est vraiment, moi, l'idée principale qui m'a attrapée, où je me suis dit, bah oui, c'est de ça qu'il faut parler, et où j'ai trouvé que c'était très pertinent. Est-ce qu'on a toute la citation ou pas? Parce que là, ça c'était... On a juste écrit ça, mais tu peux peut-être l'afficher à la cam. Vas-y. Je peux la lire. C'est juste pour vraiment... le noyau du sujet, c'est... donc dans le chapitre 1, traumatisme et domination, il y a un petit extrait qui dit « Où je vous parle de la façon dont traumatisme et domination sont consubstantiels et perpétuent les violences systémiques, qui elles-mêmes forment et perpétuent des traumatismes individuels et collectifs, d'où la nécessité de politiser la thérapie et de thérapiser la politique. » Donc voilà, ça c'est vraiment genre the débat. Ouais, super intéressant. Il y a aussi une petite citation qui est assez parlante pour voir ce qu'elle essaie de démontrer. En page 20, sans violence systémique, pas de traumatisme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'acquis, on est assez d'accord, mais la deuxième partie de la phrase, c'est sans traumatisme, pas de violence systémique. Et c'est ça qu'elle essaie de démontrer dans ce premier chapitre. Ouais, et qui souvent échappe aux analyses autour de ces sujets. En fait, quand on parle de ces sujets-là, souvent, on ne voit pas le lien en fait, entre une échelle très personnelle et introspective en fait, qui touche à notre monde intérieur, nos émotions, nos vécus personnels. Et on ne voit pas trop le lien avec l'existence du sexisme, du racisme, de l'homophobie. Enfin, on se dit souvent ça n'a rien à voir. À tel point que, par exemple, quand on va dire à une victime de discrimination vous devriez peut-être aller voir un psy, à juste titre, la personne va se dire mais tu te fous de ma gueule, mon problème, c'est pas moi, c'est pas comment je fonctionne, c'est que je vis telle discrimination et c'est pas un psy qui va régler ça. Et je l'entends tout à fait. Mais du coup, ce livre déconstruit un peu ça et explique comment tous ces enjeux s'articulent ensemble. Et moi, je suis plutôt d'accord avec le fond du sujet. Du coup, je serais très intéressée de savoir précisément sur quel point vous n'êtes pas d'accord. Comme ça, on échange nos points de vue là-dessus. Moi, sur le propos principal du livre, il y a cette page-là, je ne sais plus où c'est. Est-ce qu'on l'avait mis en citation? Que, en gros, ce que Juliette Drouard dit au bout d'un moment, c'est que donc sa thèse, c'est que les traumas sont le terreau des violences et les structures politiques, les inégalités sociales en sont un facilitateur. Et moi, j'ai l'impression, et je pense que ça correspond à mes idées politiques et tout, qu'il inverse les choses, qu'elle inverse les choses. C'est-à-dire que pour moi, les structures de domination sont le terreau et par contre, le trauma va effectivement être un facilitateur de passage à l'acte violent. Et il y a plusieurs problèmes, je trouve, qui mènent à cette conclusion avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Notamment le fait, au tout début du bouquin, sa définition des violences. Au début du bouquin, il y a tout un passage où les violences, les différents types de violences sont définis. Violence physique, violence psychologique, etc. Et est notamment absente de cette typologie les violences symboliques, qui sont, à mon avis, déjà un énorme terrain de violence. Et ces violences-là, j'ai du mal à voir le lien avec le trauma, par exemple. Alors, on va me traiter de class first, évidemment. Mais non. Mais la violence de classe n'est pas beaucoup traitée dans le livre, voire même pas du tout. Et pourtant, c'est une violence qui provoque aussi d'autres violences en retour, parce que c'est de la violence de classe, c'est une violence essentiellement symbolique, mais qui peut provoquer en retour de la violence physique. Et pour moi, c'est un peu cette inversion qui est faite
entre le terreau et la facilitation, entre, tu vois, Oui, je sais pas si c'est assez Pour clair. rebondir là-dessus, je pense que ce qui m'a principalement dérangée, la première critique que je formulerais, c'est justement, j'ai l'impression que l'ambition du travail, pour moi, fonctionne pas tellement parce que j'arrive mal à voir comment ça s'agence sur le plan structurel, puisque justement, il ne parle pas de cette violence du capitalisme, en fait. À la fois du capitalisme, mais aussi, sans être class first, du patriarcat ou voilà, du racisme. Et donc, moi, j'ai eu un peu des difficultés à suivre toute l'analyse qui vise précisément à articuler ces dimensions individuelles et structurelles sans que IL parle concrètement des violences symboliques. Enfin, je sais pas, juste la violence dont parlait Marx entre les différentes classes sociales, ou alors la violence plus symbolique dont parle Bourdieu. Voilà. Et en fait, le traumatisme a quoi à voir là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, je remonte mes manches. Pardon, je t'ai coupé ? Non, vas-y. Alors, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Au départ, on va se dire, ça n'a aucun rapport, mais j'arrive à ce que vous avez dit. Je vois tout à fait en quoi on pourrait se dire, en fait, il y a des systèmes qui sont tellement massifs et historiquement ancrés que là, ça dépend plus trop du vécu personnel de chacun, que ces systèmes existent, ils sont là, un peu comme s'ils existaient en dehors de nous. Quand j'étais en socio, on a eu justement des discussions sur ça. Est-ce que la société, elle existerait sans nous, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a des mécanismes comme ça, comme des lois physiques qui seraient du coup des lois sociales ? Et est-ce que ces lois, elles existent malgré nous dans un prisme de domination, etc. Et j'ai le souvenir qu'à la fin de cette discussion, on en avait conclu qu'en fait, il est impossible en sciences sociales d'expliquer un phénomène à travers une analyse causale, comme par exemple dans les sciences, je sais pas moi, biologiques, mathématiques, enfin peu importe, mais c'est par rapport, désolée, je vais utiliser des termes un peu barbares, mais je vais les expliquer, c'est l'idée des paradigmes, en fait. Il y a le monisme causal, c'est un peu chiant, j'ai du mal à l'expliquer. Qui m'ont précisément traumatisé en première dose. Voilà. Mais en gros, le monisme causal, c'est de dire que pour un effet, il y a Attention, une cause. le chat trigger warning. Trigger warning, langage universitaire. Trigger warning sociolect. En gros, alors je reprends tous les mots. Le paradigme, si tu veux, c'est genre l'ensemble des piliers sur lesquels tu vas te baser pour faire une réflexion. Genre, je sais pas, il y a le paradigme du sport, il y a plein de règles dans le monde du sport qui sont pas les mêmes que le paradigme qu'il y a dans le monde musical, dans le monde artistique. Enfin bon, artistique, musical, ça se recroise, mais en gros, c'est un peu genre le champ, si tu veux, des règles qui organisent une pensée, quoi. Je l'explique un peu mal, vous me dites. C'est très bien. Et donc, en sociologie et en sciences sociales plus généralement, on crée de la science à partir de la pluralité des paradigmes. C'est-à-dire que, inversement à d'autres sciences, on prend en compte le fait que le savoir est issu de plusieurs sources. Et qu'en fait, plus tu as de sources, plus tu as de savoir. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, le paradigme de je ne sais plus quelle année avant Jésus-Christ ou après, c'était de dire que le monde tournait autour de la Terre. Donc le paradigme pour comprendre les astres et tout ça, c'était ce qu'on appelle le géocentrisme. Géo, la Terre, est au centre de l'univers. Donc ça, c'est le paradigme à travers lequel on comprend le monde. Ce paradigme a été révolutionné par quelqu'un qui a dit non, l'univers ne tourne pas autour de la Terre, l'univers tourne autour du Soleil. Non, les planètes tournent autour du Soleil, voilà. Donc c'est l'héliocentrisme. Hélio, le Soleil, centrisme au centre. Je vais venir à ce que vous dites. Promis, j'arrive. Et donc, en fait, dans ces sciences-là, un paradigme en a remplacé un autre radicalement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus produire de savoir à travers le premier paradigme, il a fallu tout revoir à travers le second. Alors qu'en sciences sociales, c'est pas du tout le cas. On n'a pas besoin d'avoir un paradigme et de tout éradiquer pour en avoir un deuxième qui soit juste. Ils sont pas exclusifs les uns. Il y a une pluralité des paradigmes, justement. Ce qui nous mène au deuxième terme que j'ai utilisé, le monisme causal. En sciences sociales, il n'y a pas une cause pour un effet. C'est plusieurs causes pour un effet ou plusieurs effets pour une seule cause. En fait, et ça, c'est ce qui différencie vraiment les sciences humaines des autres sciences qu'on dit, entre guillemets, plus brutes. Voilà pour le petit moment épistémologie. Très, très bien expliqué. Okay. Mais du coup, le contre-argument qu'on avait un peu à tout ça, c'est y a des passages où il dit, par exemple, en page 135-136, on a noté la citation où IL écrit « Les traumatismes sont le terreau des violences à chaque fois et pas exceptionnellement ». Et c'est vrai qu'on se disait, alors... Est-ce que c'est pas un peu moniste
comme propos. Oui, oui, ça, je peux le comprendre. Oui, si on oui, oui. réfléchit à, je sais pas, une minorité qui subit particulièrement des traumatismes, des personnes trans, eh ben, il me semble que statistiquement, c'est pas elles ensuite qui reproduisent les violences. Et à l'inverse, j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui, je sais pas, produisent par exemple des VSS, sont des hommes blancs dans des positions, qui appartiennent aux classes dominantes. Qui n'ont pas spécialement de trauma. Et qui n'ont pas, juste, voilà. Oui, j'y viens. Donc, si on reprend cette idée qu'il y a plusieurs causes pour plusieurs effets et que plus on prend en compte des paradigmes, plus on est proche de la vérité, entre guillemets, parce qu'en fait, la vérité humaine, elle est tellement complexe et tellement diverse qu'en fait, tu ne peux qu'accumuler des différentes manières de l'interpréter. Ça ne veut pas dire que tout est relatif et que tout se vaut, mais c'est juste qu'en fait, si on veut être au plus près de la réalité des êtres humains, il faut qu'on prenne en compte tous ces éléments. Donc, sur ça, on est d'accord ? Ouais, alors... Ok, sur ça, on est d'accord. Oui. Donc, maintenant, si on parle de traumatisme et de violence, les violences, c'est hyper large. Oui. C'est hyper large. Donc, par exemple, dans cette phrase, les traumatismes sont le terreau des violences à chaque fois. Des violences, oui, mais des violences en tout genre, c'est-à-dire des violences envers autrui, des violences envers soi-même, des violences symboliques, des violences auto-infligées, etc. Enfin, envers soi-même, auto-infligées, c'est la même chose, pardon, je me suis répétée, mais en gros, est-ce que le propos, ce serait pas de dire tout simplement, genre, c'est un peu comme l'ADN de notre monde, que le trauma fait partie de nos interactions, ça fait partie de la vie, la violence, ça fait partie de la vie, et c'est inévitable, entre guillemets, comme élément dans nos existences. Mais est-ce que le fils de Bernard Arnault, il a vécu des traumas ? On vient au deuxième point. Le trauma, c'est pas forcément quelque chose de mesurable comme, je sais pas moi, le taux d'oxygène dans cette pièce. Le trauma, pour le comprendre, il faut prendre en compte sa dimension subjective, sa dimension perçue. Et en sociologie, c'est hyper important. L'identité perçue, comment tu te conçois dans l'espace social, etc. C'est pas parce que pour nous, quelque chose n'est pas traumatique que la personne qui le vit le vit bien, même si pour nous c'est ridicule. Je vais vous prendre un exemple. J'avais lu un peu des trucs là-dessus sur le fait que à quel point perdre ses billes pour un enfant à 8 ans pouvait être presque aussi grave, je vais pas dire, c'est horrible de dire comme ça, mais presque aussi grave que de vivre à Gaza, tu vois. Fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a... C'est difficile à... Voilà. Oui, alors peut-être l'exemple de Gaza il est un peu extrême, mais je vois ce que tu veux dire. Genre, moi j'avais vu une conférence d'une médecin généraliste pédiatre qui s'occupe justement des violences faites aux enfants, et ça typiquement dans les sujets désolé, trigger warning, on va parler de violence tout le long, donc voilà. Dans tout ce qui touche aux violences pédocriminelles, incestueuses, etc. Elle disait, cette médecin, j'ai plus son nom, je suis désolée, mais je le remettrai sur Insta dès que je le trouve. Elle disait que pour un enfant, des événements qui sont normalisés pour les adultes, c'est vécu littéralement comme vivre un attentat, en fait. Que d'un point de vue purement physiologique, cérébral, émotionnel de ton système nerveux, le trauma, il commence vraiment beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt que ce qu'on s'imagine. Parce que, je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma vie, je cumule des traumatismes vraiment en série Netflix. Genre, quand je raconte ne serait-ce que 15% de ce que j'ai vécu, les gens ils sont là... Mais arrête, je suis là, mais attends, t'es choquée pour ça ? Et ils s'imaginent que... Attends la suite. Non mais voilà. Donc en fait, tu développes une tolérance à la violence dans ce monde qui fait que du coup, on normalise plein de trucs. Dans le sens où, des fois, je sais pas, je vais faire un exemple caricatural, tu vas me dire que toi, ton pire trauma, tes parents sont divorcés. Moi, je vais me marie, je vais te là, MDR, c'est pas traumatisant. Si, en fait. Il y a des gens pour qui le divorce de leurs parents, c'est déjà extrême. Mais pour quelqu'un qui a vécu un meurtre dans sa famille, pipi de chat. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, et du coup, on revient à la même logique. C'est-à-dire que le fils de Bernard Arnault, pour nous, il a rien vécu. Mais peut-être que dans son enfance, ou peut-être qu'à l'école, ou peut-être qu'au cours de son sport, etc., il a peut-être vécu des traumas qui, pour nous, ont l'air d'être rien, mais d'un point de vue du vécu de la personne, a vraiment créé des conséquences et des mécanismes réels dans sa façon d'entrer en rapport avec les autres. Je prends l'exemple... Typiquement, Juliette Dorar parle des TERF, TERF dans... Je trouvais que c'est un exemple très parlant, parce que beaucoup de personnes TERF, du coup, des femmes qui disent, en gros, voilà, en fait, les hommes infiltrés, ceci, cela, machin. Donc les féministes radicales transphobes. Voilà. En fait, utilisent l'argument du traumatisme vécu par des hommes pour justifier leur pensée transphobe, pour dire, en gros, non, en fait, c'est... Enfin, bon, désolé, je veux dire des propos hyper transphobes, mais bon, les discours de TERF, quoi. Mais oui, les pénis infiltrés, ceci, cela, et puis c'est une arme de destruction massive, machin, truc. Et en fait, Juliette prend cet exemple en disant le vécu de ces personnes, il est réel. Il y a vraiment probablement eu des violences liées au corps dit, entre guillemets, masculin. À nouveau, c'est des propos transphobes. Et en fait, dans leur vision et dans leur conception des relations avec les autres, ce trauma est tellement fort qu'il biaise toute capacité de voir les choses autrement. C'est une forme d'essentialisme, en fait, à la fin. C'est de dire, en fait, je ne vois le truc qu'à travers le prisme d'émotions que ça m'a créé, du traumatisme que ça m'a fait. Et donc, de justifier toute une théorie politique à partir
finalement d'un truc que tu as vécu peut-être ponctuellement, peut-être fréquemment, mais qui ne résume pas la réalité du terrain. Je sais pas si c'est clair, désolée, j'ai fait vraiment le rallye là. En tout cas, moi, ça me paraît hyper clair. N'hésitez pas à me demander de reformuler si je vais trop vite. Plus que dans le bouquin, je déjà. pense que c'est vrai. Je trouve que tu développes beaucoup plus ce propos-là que dans le bouquin. Je reste sceptique parce que, pour moi, tu peux voir le phénomène inverse. La partie sur les TERF, justement, enfin le petit paragraphe qui parle de ça. Oui, mais avant tout, la pensée TERF, c'est une pensée politique. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi le voir comme une instrumentalisation du trauma pour justifier ou une instrumentalisation de la même manière que Némésis va instrumentaliser les agressions dans la rue pour être raciste, tu vois. Mais bien sûr. Et d'où le fait que je reviens à ce truc-là de l'hétéro et le facilitateur. Est-ce que le vrai hétéro n'est pas les structures de domination et les violences structurelles et le trauma permet d'être un facilitateur parce qu'il permet de justifier et il permet aussi, effectivement, je pense que on parlait de Thibaut InShape qui est devenu raciste parce qu'il s'est fait agresser. Non, pardon, non Thibaut, mais Thibaut dans la tête de ces gens, c'est réel. Mais ça veut pas dire que c'est juste. Vas-y, excuse. Laissez-moi parler. Oui, pardon, excuse. Oui. Non, alors, pour revenir sur ce que tu disais, moi, je trouve que tu es hyper clair et peut-être beaucoup plus nuancé que dans l'ouvrage. Je pense qu'on n'est pas en désaccord avec le propos intrinsèquement. Mais, enfin, moi, je suis assez convaincue que les traumatismes jouent un rôle. Même, j'en suis sûre. Je suis assez d'accord avec toi sur l'enchevêtrement des différents niveaux qui font qu'on aboutit à un certain résultat. Mais on a de nouveau relevé une citation. En page 42... elle écrit « Oui, la haine est un symptôme de maladie mentale ». Et alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression que c'est un peu problématique comme take parce que la haine, en tout cas au niveau structurel, elle est avant tout construite socialement et historiquement. Enfin, je ne sais pas, si on prend à la fois le sexisme, le racisme, le validisme, c'est toute une série de causes économiques, structurelles, mais aussi toute une classe d'acteurs qui a ensuite institutionnalisé certains discours, etc. Et du coup, c'est pour ça que quand il y avait ce genre d'extrait, des fois, j'étais un peu en mode... Je comprends que le traumatisme joue un rôle, mais pour moi, c'est un peu... il y a différentes causes avec certaines qui sont quand même plus importantes, et à mon avis, tout ce qui est un peu matériel, structurel, a beaucoup plus de poids. Et j'enchaîne directement sur un autre truc qui m'avait un peu frustrée à la lecture. Voilà, il y a tout un extrait où il revient sur le nazisme en mobilisant les apports d'une psychanalyste, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Alice Miller, une psychanalyste suisse, où elle explique le nazisme à travers les violences éducatives qu'ont vécu les nazis dans leur enfance. Et donc, je ne dis pas que ça ne joue pas un rôle, mais pour moi, avant tout, il y a l'antisémitisme qui a été construit, tous ces discours de haine sur les juifs et juives. Et voilà, c'est pour ça, des fois, que... Ça a l'air réducteur, dit comme ça. Oui, mais je comprends. Ça, et je pense formulé comme ça, ça peut être mal interprété. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on lise le truc ou non je peux le résumer. Ouais, vas-y. Déjà, tu l'as déjà bien dit, mais en fait, parce que j'ai peur de perdre mon fil par rapport à ce que la citation que tu as mise tout à l'heure. La haine, est-ce que c'est une maladie mentale ? Déjà, c'est quoi la maladie mentale ? Déjà, ça, on peut le questionner. Est-ce que c'est pas juste des réactions ? Justement, dans le livre de Bessel van der Kolk et dans celui de Juliette, il y a quand même le propos en sous-texte de dire, en fait, la maladie mentale, c'est juste des réactions normales face à de la violence vécue. En gros, c'est juste des mécanismes logiques qui arrivent quand, d'ailleurs, quels que soient les troubles, la majorité des troubles, aujourd'hui, c'est un peu plus reconnu que, en fait, c'est juste des réactions traumatiques face à des événements, la plupart du temps, vécus surtout dans l'enfance, etc., ou à l'adolescence. Donc,
oui, dit comme ça, à nouveau, ça paraît réducteur. Mais je pense que c'est une volonté d'être un peu impactant dans la façon de le dire. Oui, de toute façon, c'est un bouquin à thèse, hein, ça c'est sûr que... Je peux comprendre des fois le fait que, en fait, là, c'est un point de vue thérapeutique. Voilà, les psychanalystes, les psychothérapeutes et tout, on peut en penser ce qu'on veut. Et puis, des fois, c'est un peu chiant quand t'as un thérapeute qui va te dire mais en fait, vous devriez pas avoir la haine. Alors que si, en fait. Genre là, c'est sain que j'ai la haine et j'ai envie de tout casser. Ça. Mais si on creuse vraiment dans la complexité de ce que c'est le monde thérapeutique, l'introspection et tout, je pense que nous, on entend là la haine comme synonyme de colère ou de rage. Alors que pour moi, et je pense que dans le monde des thérapeutes, c'est quand même énormément plus complexe. Bien sûr que la colère, c'est sain. C'est sain parce que ça permet d'exprimer des limites, ça permet de se révolter, ça permet de remettre en place des situations. Tu vois, c'est ce qui est d'ailleurs reproché à la communication non violente, typiquement, de dire bah non, en fait, face à une attaque raciste, tu vas pas juste dire alors, je considère que. Bah, t'as le droit d'être en colère et t'as le droit de mettre ta limite, c'est tout à fait normal. Mais la colère, c'est différent de la rage, qui elle-même est différente de la haine, qui elle-même est différente d'autres émotions. Et je pense que là, la haine, il faut le comprendre comme un sentiment qui te détruit intérieurement. Parce que tu peux prendre 10 personnes qui ont vécu la même discrimination, ces 10 personnes, en ayant vécu exactement la même chose, ne vont pas interpréter émotionnellement l'événement de la même manière. Il y en a qui vont être détachées de l'événement parce qu'elles sont dissociées dans le déni. Il y en a qui vont avoir justement énormément de colère parce qu'elles voient que c'est injuste et c'est pas OK. Il y en a d'autres qui vont même peut-être surestimer le préjudice qui a été fait, quand bien même ce soit grave ce qui s'est passé, mais qui vont vraiment grossir le truc. Et je dis ça en tant que borderline attitrée. Ou des fois, oui, des fois j'ai vécu de la merde classiste ou sexiste ou homophobe, mais en fait, à l'intérieur de moi, à cause de tous ces traumas accumulés et tout, c'était énormément plus grand que ce que je peux considérer maintenant avec le recul, où je me dis, en fait, je souffrais beaucoup. Et le terreau dans lequel j'étais psychologiquement à ce moment-là a rendu encore plus grave l'événement discriminatoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une des deuxième partie sur on en parlait aussi avant sur la responsabilité. Il a toute une partie sur la responsabilité de se soigner, enfin d'être réparé. Ça fait écho aussi à la question de Nuzi. Comment on accueille tous les traumas sans pour autant les mettre au même niveau et donner des limites dans les comportements qui en découlent. Comment on peut dire oui, ton trauma est valide, mais aussi tu dis de la merde, rends-toi compte du monde. La TX sur politiser la thérapie, on y reviendra peut-être. Et comment on apporte la subjectivité au trauma dans le politique sans que finalement toutes les places se valent, puisqu'il y a quand même des stats, des reviews, des réalités différentes, etc. Donc c'est plutôt la première partie de la question qui fait quoi, ce que tu disais juste maintenant là. C'est qu'en fait, pour revenir à l'exemple que je disais, moi qui ai documenté ça, j'ai documenté mes états de crise, j'ai documenté mes états au Salim et tout. Je constate qu'il y a un lien effectivement entre la matérialité de ma vie, c'est-à-dire que depuis que j'ai déménagé, depuis que j'ai des meilleurs revenus, depuis que je suis plus dans des relations qui me pourrissent la vie, en fait, je suis moins malade, je suis moins folle. Alors que quand j'étais en plein dans mes traumatismes vécus, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore en train de vivre des menaces d'agression physique à l'intérieur de mon foyer. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand j'étais dans ces états de crise-là, le moindre truc, ça peut être un type dans la rue. Exemple parfait, ça m'est arrivé aujourd'hui en plus. Aujourd'hui, en arrivant... Pardon, je fais des... Non, mais vous allez voir, il y a un lien, je vous disais. C'est super d'avoir des exemples. Dans ces états de crise, j'aurais pu vivre l'événement que j'ai vécu aujourd'hui très différemment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, vous allez avoir l'honneur de voir mon outfit du jour. Je suis habillée comme ça, ok ? Donc, je marche dans les rues de Lausanne. Un ensemble printanier. J'ai en gros un Bermuda, quoi. Voilà. Je marche dans la rue et là, il y a un type qui m'interpelle. Donc moi, je pensais qu'il voulait un truc, quoi. Donc je relève mes écouteurs. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Et il me dit, tu peux pas mettre des habits à ta taille ? Et du coup, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on a à foutre ? Et il me dit, ça, c'est des habits de mec et tout. T'es une meuf, tu te fous de ma gueule et tout. Et j'étais là, mais rentre chez ta mère, tu me dis quoi, toi ? Genre, du coup, j'ai remis mes écouteurs, je suis partie. Je vous jure que cet événement, il m'a créé 5 secondes de seum et je l'ai oublié. La preuve, je l'ai oublié là. Je viens de m'en souvenir en vous en parlant. Si ça m'était arrivé il y a 5 ans, là, 3 heures plus tard, je serais encore en train de faire des stories vénères, de faire des mains. C'est ça la haine, tu vois. C'est quand ça commence à te... Ça te dysrégule complètement et ça te déconnecte en fait de ce qui fait que tu te sens bien de base, c'est-à-dire pouvoir répondre à tes besoins de manière sereine. J'ai faim, je mange, j'ai sommeil, je dors, j'ai besoin d'un câlin, je le demande ou je vais le chercher. Et en fait, quand t'as trop la haine tout le temps, quand t'es en mode surréaction, quand t'es en mode trigger traumatique vénère parce que ton système nerveux il est dysrégulé, parce que t'es traumatisé et t'es constamment déclenché, tu ne peux pas prendre soin de toi comme il faut et tu ne peux pas non plus vivre dans des communautés de façon harmonieuse. Parce que tout est vécu comme une menace, tout est vécu comme une agression, alors que des fois, non, en fait.
Des fois, juste, il y a des choses qui te rappellent vaguement un traumatisme vécu. Pour toi, c'est hyper intense, mais en vrai, dans l'absolu, il se passe pas grand-chose de si grave. Enfin, je sais pas, vous voulez un autre exemple ou c'est bon ? Non, je trouve ça super et je pense que du coup, c'est principalement aussi un problème de définition parce que quand on parle comme ça de qu'est-ce que la haine dans ce type de situation, alors je suis totalement d'accord et ouais, moi j'imaginais déjà la haine. On le souhaite à personne de vivre vraiment la haine de laquelle tu peux pas te détacher. Parce que, en fait, oui, c'est normal d'être indigné, blessé, de se révolter et tout, mais c'est pas normal de ruminer comme un bovin sans arrêt et que, en fait, ça biaise toute ton interprétation du monde après. Mais d'ailleurs, je sais pas si IL les cite dans l'ouvrage, mais j'avais beaucoup entendu parler des travaux de Judith Herman sur les traumas multiples. Je sais pas si tu connais un peu, mais on me l'a beaucoup recommandé, du coup. Les traumas multiples et puis les conséquences sur la vie ensuite. Ouais, c'est... Par rapport à ce que tu viens de raconter, ça, je trouve que ça complexifie encore l'approche du bouquin parce que moi, un des reproches généraux que je lui ferais, c'est qu'il est quand même pas très, il est un peu dépolitisant, malgré l'intention annoncée de politiser les violences et la thérapie. Et en fait, j'ai l'impression que toi, ce que tu viens de nous raconter, de nouveau, ça donne du sens à ce que j'ai lu dans le bouquin. Effectivement, ça peut contribuer à pacifier les rapports sociaux, au bien-être des victimes de trauma et des victimes de domination. Et donc, effectivement, sans doute contribuer de manière positive. Mais en attendant, il y a quand même un gars qui t'a fait cette remarque-là et le bouquin ne donne pas de... Enfin, l'idéal serait quand même que cette remarque-là n'ait pas existé, tu vois. Oui. Et c'est quand même l'accumulation de ces remarques-là et des structures qui permettent ces remarques-là et des structures qui permettent à ce gars de se sentir légitime de te faire cette remarque-là qui fait qu'on vit dans une société dans laquelle il y a des dominations et dans laquelle il y a des violences. Mais ça me fait penser qu'il y avait cette phrase que j'ai relevée où, en fait, Juliette Drouard, il définit la domination par la violence, c'est ça. Hein. Il dit qu'il n'y a pas de... Attends, je vais retrouver les extraits. On va ouvrir le volet des enfants, si jamais. Je pense que c'est hyper important pour englober tout. Voilà, page 62. Il dit « Nous avons défini les relations de domination comme étant marquées par des actes de violence avec l'autre. » Et j'ai l'impression que, en fait, c'est une définition très restrictive de la domination, parce qu'il peut y avoir domination sans violence. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais sans violence. On va parler BDSM apparente. Par exemple. On va parler sport de combat. Et voilà, j'ai pas de conclusion à cette intervention, mais ça m'évoque un peu ça, ce que tu viens de raconter. Et cette critique aussi que j'aurais sur un peu la difficulté que j'ai eue à trouver un sens politique dans la lecture de ce livre. Quand bien même là tu le remets dans des trucs très concrets qui... je peux... désolée si je m'écarte un peu, mais tu me dis pour me rediriger vers toi si jamais je réponds pas à ta remarque. Feel free. Moi, en fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut vraiment qu'on garde en tête, c'est que à nouveau, si on considère que quelque chose est violent à partir d'un certain stade, déjà on se trompe. Parce que typiquement, quand tu es une femme dans un espace masculin et que tu parles des violences sexistes que tu vis, tu as déjà probablement eu des gros yeux de gens qui étaient là « Mais c'est rien, une main au cul, ça va !» Alors que quand toi, tu es de l'autre côté, tu sais à quel point ça peut être violent. Et ça, en fait, ça peut se décliner dans toutes les formes de discrimination. Quand tu es une personne blanche qui écoute un récit de racisme, tu peux te dire... c'est juste des cheveux, voilà, c'était pas méchant, t'as juste touché les cheveux, c'est pas grave, quoi. Enfin, ça, en fait, c'est un mécanisme qu'on fait tous, en fait, de toujours minimiser. Et un des groupes sociaux, et ça, c'est hyper important, prenez des notes, s'il vous plaît, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est bien celle-ci. S'il y a bien un truc que littéralement tous et toutes on partage, c'est le fait d'avoir été des enfants. Ouais. Et pourtant qu'on néglige beaucoup, je trouve, dans les espaces militants, relever cette thématique. Ouais. Et il y a un truc avec le fait d'avoir été un enfant qui est très intéressant, c'est que c'est la seule discrimination sur laquelle on peut tous avoir des liens, c'est-à-dire on a tous été des enfants a priori. Si c'est pas le cas, dénoncez-vous. Donc, le film là, où il naît vieux, Benjamin Button. Ah voilà. Dénonce-toi, Benjamin Button. Mais donc, comme on a tous été des enfants, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour comprendre tout ce propos-là. Alors, il y a d'autres gens qui vont tirer l'analyse de l'antispécisme, etc. Moi, je vais m'arrêter
à l'espèce humaine pour l'instant, parce que sinon on va partir pendant 6 ans. Et je précise que Juliette Drouard, c'est un peu son corps de métier, son corps de propos. Ses précédents livres, c'était beaucoup sur les violences infantiles. Oui, et c'est hyper important comme point. Parce que, je ne sais pas si vous avez autre recommandation de livre, Le berceau des dominations, Dorothée Ducy. Pourquoi le berceau des dominations ? Parce que le point, c'est de dire en gros que la culture de l'inceste, la culture de la domination des adultes sur les enfants, ça crée justement le berceau parfait pour toutes les dominations sociales qui peuvent suivre par là. Alors le but, c'est pas de dire quelle est l'oppression originelle, quelle est la première des oppressions. On s'en fout en fait. L'œuf ou la poule, c'est pas ce qui nous importe le plus parce qu'en fait, on n'y était pas et ça répondra pas au problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on s'en tient à des faits, les faits, c'est que les enfants sont un des groupes sociaux des plus violentés massivement, encore aujourd'hui, où c'est hyper acquis pour la majorité des gens que, oui, l'éducation, ça passe par la répression des émotions, ça passe par le traumatisme dès que t'es littéralement un nouveau-né. Genre, ça veut dire que laisser un gosse chialer pendant 20 minutes, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu une vidéo TikTok justement d'une dame qui disait oui, moi, au bout de tant de semaines à laisser mon gosse chialer, il a arrêté, il s'est réglé tout seul. Non, il est épuisé. Ton gosse, il est épuisé. En fait, il chiale et il est traumatisé et il a compris qu'en fait, il va se dissocier progressivement. Et tu sais ce que ça donne ? Des êtres humains minuscules dissociés continuellement pendant des années et qui normalisent la violence et à l'école, et dans la cour de récréation, et à la maison, et dans les clubs de sport, de loisirs, etc. Et ça donne de parfaits futurs petits patrons de merde. Ça donne de futures personnes avec du pouvoir qui n'ont aucune empathie. Pas toujours, évidemment. Ici, on a été violenté et on n'est pas devenu comme ça. Mais ça rend probable le fait que ça arrive. Et c'est pas systématique. Peut-être que là, on revient à la citation. C'est pas systématique. Je pense qu'on peut tout Ce n'est pas systématique, mais ça joue quand même un rôle qui favorise énormément. C'est comme si je te dis, tu mets pas ta ceinture. Tu vas pas systématiquement avoir d'accident de la route si tu mets pas ta ceinture. Mais ça favorise les chances que s'il y en a un, tu meurs si t'as pas ta ceinture. Donc, le fait de violenter des enfants massivement, le fait que ce soit quelque chose d'institutionnalisé, le fait que les violences faites aux enfants encore aujourd'hui soient parce que littéralement, c'est encore un non-sujet pour énormément de corps de métier, même ceux qui travaillent avec les enfants, ça fait que oui, beaucoup de gens arrivent à l'âge adulte, ils ont oublié ce que ça fait d'être un gosse, ou ils ont normalisé la violence que c'est d'être un gosse, et donc le baromètre, le violentomètre justement, il change son point de référence pour dire après, non, la vraie violence, c'est ça. Et en fait, tu comprends pas pourquoi un gamin dans un train est en train de hurler et en quoi, oui, l'enfant, il est en train de vivre un trauma, alors que pour toi, dans tes yeux d'adulte, c'est rien du tout. Enfin, je sais pas si, du coup, vous voyez le lien avec le fait qu'après ça crée toute une... Enfin, je veux dire, les structures, elles existent parce qu'il y a des gens qui les managent. C'est pas, à nouveau, c'est pas on peut pas réifier les rapports de domination comme s'ils existaient en dehors de nous. C'est des groupes de gens qui eux-mêmes font partie de groupes. Ouais, c'est des individus qui les composent. Voilà, de groupes religieux, politiques ou familiaux qui eux-mêmes sont des individus qui ont des relations. Enfin, et tout ça, c'est un continuum qui fait que oui, le trauma, pour moi, c'est vraiment un outil immensément pertinent pour comprendre du coup la violence normalisée sociale. C'est trop intéressant et je pense qu'on pourrait trop profiter aussi de ton expertise sur tous les enjeux enfantisme. Déjà dans le chat, si vous avez un peu des questions par rapport à tout ça. Sinon, je sais pas si tu serais d'accord de nous donner un peu trois références sur les enfants. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Des lectures à faire. Maintenant où on pourra les partager, c'est un peu comme tu veux. J'en ai fait des revues sur ma chaîne qui parlent de ça. Il y en a un. Alors à nouveau, ça c'est toujours prisme un peu thérapeute psy parce que c'est arrivé jusqu'à moi comme ça, mais c'est aussi une sociologue, Laëlia Benoît, qui a écrit sur l'infantisme. À nouveau, avec un regard des fois qui peut être un peu crispant, parce que ça reste c'est des approches qui sont différentes de celles auxquelles nous on a été formés. Mais Laëlia Benoît, c'est une pédopsychiatre justement qui parle du fait que, qui analyse justement d'un point de vue de médecin comment on crée des générations entières massivement de gens traumatisés, dissociés, qui normalisent la violence et qui du coup vont la reproduire une fois qu'ils vont occuper des postes au travail, dans leur vie de tous les jours, etc. Et puis qui parlent justement du rôle des émotions. Parce qu'en fait, on se rend pas compte que... Je voulais juste faire une parenthèse avant de donner mes autres rêves sur les enfants. Nous, on vient d'un milieu universitaire. Je sais pas quels sont vos milieux culturels de base, mais on est blanc, on vit en Suisse, on est là à faire des podcasts avec des micros qui coûtent cher, c'est super, tu vois. Mais en fait, on n'est pas que des cerveaux pensants. Ça, c'est ce que nous apprend l'académisme à l'occidental. C'est vraiment genre, tant que tu as le savoir dans ton cerveau rationnel, ça suffit, tu vois. Alors qu'en fait, on est des corps. On est des corps qui ressentent des choses. Nos sociétés existent grâce aux liens qui existent entre nous. En fait, le principe d'une communauté, c'est d'avoir des gens ensemble. Et d'un point de vue purement anthropologique, les Homo sapiens survivent grâce à leurs liens.
Enfin, un homo sapiens tout seul, il meurt. Un animal social. On a besoin des autres. Voilà, on a besoin des autres. On a besoin pour répondre à nos besoins mutuels de la communauté. Donc, c'est pour ça que les discours un peu individualisants, ça casse les couilles. Tu te dis juste, bah non, en fait, c'est normal que j'ai besoin de mes semblables, j'ai besoin d'être validée, j'ai besoin que d'autres personnes m'aident à prendre le relais quand je suis en crise, j'ai besoin que les ressources circulent, que moi j'en ai, toi t'en as. Donc, c'est le principe de communauté. On est d'accord. Et pour créer ce lien, il y faut un élément indispensable qui est les émotions. Les émotions jouent le rôle central dans la création du lien. Sans émotion, pas de lien. Ou difficilement, tu vois. Et le truc avec les émotions, c'est que quand tu es turbo-traumatisé, la gestion de tes émotions, c'est très difficile parce que tes émotions sont vécues comme des dangers permanents, comme des alertes de tu vas crever si tu ressens quelque chose. Donc le moindre inconfort, la moindre colère, la moindre tristesse, la moindre peur est vécue comme si tu étais terrassé de l'intérieur. Et ça impacte ton lien avec les autres. Je sais pas si du coup vous faites le lien entre trauma, émotion, lien, communauté. Oui, et aussi je trouve, enfin, d'après ce que tu dis, on peut aussi beaucoup faire le lien parce que j'imagine que tu côtoies aussi un peu les milieux militants. Mais voilà aussi comment on se comporte dans un collectif, comment on gère le collectif. Ben, en fait, c'est vrai que ça passe aussi beaucoup par les émotions. Quand tu regardes dans ces espaces-là, des fois, tu as des dynamiques similaires à ce qui se voit, des pratiques punitives, répressive. On est là à cab toute la sainte journée, fuck la police et tout ce que tu veux, et pour après se comporter avec des principes similaires de répression, ou même, par exemple, moi, je suis catholique de base. Moi, j'ai appris l'autoculpabilisation depuis que je suis née. Genre, tout est de ma faute, et puis c'est mal, et puis en fait, je vais être pure, et puis... Enfin, tu vois. Et en fait, tout ça, quand on se déconnecte de l'enfance, et quand on ne se rappelle pas de ce que c'est comme violence que de vivre ça quand t'es tout petit, d'être tout le temps culpabilisé, humilié, reproché, que toutes tes émotions sont vécues comme le fait que ça te dérange, tu vois. Un enfant qui pleure, ça dérange. Un enfant qui crie, ça dérange. Alors qu'en fait, derrière ces émotions, il y a l'expression de besoin. Et ces besoins permettent de créer le lien d'humain à humain. Donc le trauma vient impacter l'expression de ces émotions, même le fait de les ressentir. Parce que quand t'es turbo-traumatisé, tu as l'impression que tu sens plus rien. Et impacte ta capacité d'entrer en lien avec les autres, et impacte du coup ta capacité à faire communauté, ou en tout cas à être intégré dans une communauté, etc. etc. Ouais, pour cet aspect communauté, je trouve ça pire intéressant. Merci beaucoup de l'avoir relevé, et je trouve qu'on pourrait trop faire le lien avec le chapitre 2. Donc si jamais le deuxième chapitre, il parle ensuite de voilà, qu'est-ce qu'on fait ensuite soi-même quand soit on a subi des violences, ou ensuite on les reproduit. Et voilà, Juliette Drouard parle beaucoup de responsabilisation. Alors, pour ma part, au début, j'ai été un peu sceptique par rapport à tout ça. Parce que ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il faut travailler sur soi, aller en thérapie. Et moi, ce que je me disais, c'est, en fait, si on veut faire une analyse vraiment structurelle, c'est un peu étrange de dire qu'on doit travailler sur soi-même, aller en thérapie. Enfin, voilà, disons que j'étais vraiment très sceptique. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai aussi un peu écouté des podcasts. Je ne sais pas si tu connais un podcast à soi, le podcast de Arte. Oui. Et j'ai trouvé un épisode super intéressant sur inventer des thérapies féministes. Et puis, il y avait des thérapeutes à la fin qui disaient l'importance en fait, d'aller en thérapie, pas comme un acte individualiste, mais en fait pour le collectif. Et j'ai trouvé ça pire intéressant. Petit à petit, ça m'a un peu fait changer d'avis sur ces textes de Juliette Drouard, où je me disais, en fait, c'est vrai qu'apprendre à travailler ces violences, c'est nécessaire au bien-être du collectif, au-delà de l'individu, en fait. Par contre, il y avait cette situation que j'aimerais beaucoup qu'on discute, que je trouvais assez intéressante, puisqu'elle parle de, qu'est-ce qu'on fait... dans le militantisme notamment, il dit c'est important de se replacer soi-même dans un relationnel plus sain, donc concrètement de construire autour de soi des relations plus saines. Et il dit ne pas résoudre des violences ailleurs que celles avec lesquelles on est en prise. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors je trouve que c'est déjà super le fait de travailler soi-même sur... ce qui nous entoure, de créer un environnement sain par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Mais voilà, j'espère quand même qu'on va continuer à se mobiliser pour des violences ailleurs, pour Gaza, ce genre de choses. Et puis, pour les personnes les multitaskers fous qui nous écoutent uniquement en audio, la phrase, c'est « Se replacer soi-même dans un relationnel plus sain est la façon à laquelle je fais la part belle dans mon action politique ». Car elle permet de facto de lutter contre les inégalités sociales et les violences systématiques sans être une posture trop mentalisée qui consiste par exemple à résoudre les violences ailleurs que celles avec lesquelles on est en prise directe. Et il fait des longues phrases. Ouais. Oui, un peu le débat que je voulais lancer par rapport à ça, peut-être par rapport à ton vécu. Ce que je me disais, c'est... Moi, j'ai un peu réfléchi au traumatisme que j'ai vécu, ce que j'en ai fait. Et on trouvait que c'était important aussi de se questionner sur traumatisme et résistance, finalement. Parce que
J'ai l'impression qu'à titre personnel, le fait d'avoir vécu des violences sexistes et sexuelles, ça m'a permis ensuite de m'engager. Et j'ai l'impression que pour ma part, ça a été très thérapeutique en fait de militer avec des collectifs féministes. Et voilà, j'ai de nouveau écouté un peu des podcasts, toujours ce même podcast sur l'invention des thérapies féministes où ces thérapeutes disent prendre soin de soi. Alors, ok, c'est peut-être prendre des bains chauds, voilà, mais c'est aussi créer des espaces collectifs où on peut échanger avec d'autres victimes aussi, peut-être juste échanger ou alors aller manifester. Moi, j'ai l'impression que quand je vais manifester le 1er mai, en fait, c'est vraiment une catharsis par rapport à toutes les violences que je peux subir. Voilà, les augmentations de loyer, l'augmentation de mes primes maladie. Et je trouve que, enfin, je sais pas toi comment tu le vis dans ton parcours, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment super thérapeutique. Par rapport à ça, voilà, on pourrait inclure le militantisme dans la thérapie. Par rapport à ça, il y a Nuzi, juste avant que tu répondes, Carolina, qui nous dit « Pôle Sud a fait un super job pour l'aborder au week-end parentalité queer. Incroyable. » J'y ai participé l'année dernière, vraiment c'est super. Voilà. Faut aller à cet Donc, événement. recommandation. Alors attends, parce que je reconnecte les points. Je voulais juste revenir avant de répondre à ce que tu dis sur la notion des émotions et de leur importance pour expliquer comment parce que à the end of the day on n'a toujours pas répondu à comment ça se fait que les violences sociales existent à partir des traumas. Les émotions peuvent être destructrices à échelle massive. Quand tu mets une quantité immense de pouvoir entre les mains d'une personne qui n'a pas cette vision qui altérise et qui essentialise des groupes en disant je ne suis pas le même humain que ce groupe, et qui en plus a un rapport aux émotions peut-être inexistant, et donc pas d'émotion, pas d'empathie, pas de lien, et ben là, les émotions ou l'inexistence des émotions de cet être avec beaucoup de pouvoir peut créer des dégâts massifs. Est-ce que je peux te répondre là-dessus ? Attends, je donne un exemple concret. Vas-y. Par exemple, moi, souvent, j'ai entendu dire, la take de dire, les mecs violents, ils devraient aller chez un thérapeute et ça irait mieux, il y aurait moins de féminicides. Au début, il y a des gens qui étaient là, oui, mais non, mais comment ça, tu peux pas résumer les féminicides au fait que des mecs vont pas en thérapie, c'est pas possible. Mais quand tu regardes comment les actes de violence surviennent, oui, dans énormément de cas, même si nous, on le perçoit pas à travers nos yeux, les émotions réprimées ou tassées chez un individu qui sont déclenchées, même si elles ne sont pas conscientisées par cet individu, peuvent avoir comme conséquence le passage à l'acte violent et parfois meurtrier. Et pas forcément toujours. Des fois, il y a des violences qui sont exercées avec une forme de distance. Par exemple, le truc très technique de j'appuie sur un bouton, j'envoie une bombe. Alors là, c'est quoi les émotions qu'il y a là-dedans ? On peut se poser la question. Mais ce que je veux dire, c'est que l'existence ou non, ou la régulation ou non des émotions, même chez les êtres avec le plus de pouvoir et avec le plus de capacité de nuire, oui, elle joue un rôle en fait dans les actions qui vont être entreprises. D'où l'extrait sur l'enfance de tous ces nazis qui ont fait des trucs horribles. Évidemment, c'est très réducteur de le dire juste, en fait, c'est des anciens enfants traumatisés qui ont vécu une éducation affreuse et puis qui ont juste reproduit. Non, parce qu'il y a plein d'autres facteurs, comme on l'a dit, qui l'expliquent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à nouveau, il ne faudrait pas qu'on tombe dans c'est quoi la vérité, c'est quoi l'explication ultime. En fait, c'est, je pense, l'ensemble de tous ces éléments. C'est le fait que, oui, tu as un type qui ne peut pas réguler ses fucking émotions et qui, du coup, va peut-être faire un acte affreux parce que le mec il est intolérant à la frustration par exemple, mais en plus dans une société qui l'encourage et qui lui permet en toute impunité de faire ces trucs, l'inhibition elle n'existe pas et boum il y va. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup tu voulais dire quoi sur ça ? Ouais, en fait je voulais réagir sur ce que tu as dit sur le fait que quelqu'un traumatisé dans les mains duquel tu mets un grand pouvoir va faire des dingueries. Du coup, le problème, c'est de mettre le grand pouvoir dans les mains de cette personne. Parce que j'ai l'impression que de la manière dont tu en parles, et effectivement, comme j'ai dit avant, j'avais déjà lu des trucs un peu là autour et écouté des choses là autour. Si on part du principe que se faire voler ses billets à la récré quand tu as 8 ans, ça peut être autant traumatique qu'un attentat. Est-ce qu'on n'est pas face au constat que le trauma est inévitable dans la société ? Oui. Que même si tu as une société... et pas tous les traumatisés vont forcément... Voilà, non, mais... Et que du coup, le trauma est inévitable. Oui. Donc, le problème évitable, c'est
le fait de mettre un pouvoir énorme Tout à fait. dans les mains de ces gens-là. Tout à fait. Et- C'est ça, et par rapport à ça, enfin, si on reprend l'exemple du nazisme, je trouve qu'il y a un cas très actuel parlant. Enfin, il y a eu le livre de Chapoutot, Les Irresponsables, je ne sais pas si tu l'as Non. lu. Et le titre, il est déjà assez parlant parce qu'il dit enfin, comment finalement Hitler a pu accéder au pouvoir. Et il utilise le terme d'irresponsable pour désigner tous les acteurs, je ne sais pas, les milieux financiers, les partis bourgeois, enfin voilà, d'énormes responsables politiques, des gens vraiment qui font partie de la classe dominante, qui ont en fait permis cet accès au pouvoir. Mais comme tu disais, c'est un enchevêtrement de causes. Mais pourquoi? Mais ce qui permet à une personne d'avoir un énorme pouvoir et de faire des dégâts massifs, c'est la complicité du groupe aussi. C'est la complicité de la société autour qui va dire c'est normal que ce pouvoir soit concentré entre les mains de Et cet Juliette individu. Drouard en parle aussi à un moment dans le livre. Et enfin ça c'est ma take, hein, je dis pas que c'est forcément vrai, mais pour moi le fait qu'on ait normalisé ça, le fait de se dire bah ouais, logique qu'on mette entre les mains des armes de destruction massive, enfin qu'on mette tout ça entre les mains d'un type ou It's okay. It's okay. Pour moi ça c'est d'issue traumatique, parce que quand t'es un gamin, tu intègres depuis tout petit que c'est normal que des adultes aient littéralement tous les droits sur toi. Enfin, je sais pas si vous réalisez, c'est comme quand on parle par exemple du code noir, de l'esclavage, etc. Enfin, le fait que certaines personnes, enfin, du coup, des personnes noires étaient réduites à des statuts de meubles, que leur maître avait le droit de vie ou de mort sur eux. Mais les enfants, je fais pas de parallèle pour dire l'esclavage, et c'est la même chose que l'enfantisme. Attention, je dis pas ça, mais c'est juste pour vous expliquer que cette altérisation à son paroxysme et cette objectification des peuples, elle touche les enfants. C'est-à-dire que littéralement, pendant longtemps, les parents avaient le droit de vie ou de mort sur leurs gamins. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de droit des enfants, il n'y avait pas de santé des enfants. Enfin, on s'en foutait. Un enfant, c'était l'extension du parent. Et du coup, tu as le tout-puissant parent ou le tout-puissant adulte qui peut écraser à sa guise, violer, tuer. Il y a encore des enfants qui meurent dans leur foyer toutes les semaines en France, par exemple. Tu vois. Donc, je pense que le fait qu'on ait tous intégré... C'est comme un langage, en fait. Moi, je vois ça comme un habitus de langage. C'est-à-dire, on intègre l'idée que la langue que parlent les êtres humains, c'est la violence. Qu'il y en a qui ont du pouvoir, qu'il y en a qui n'en ont pas, et il y en a qui peuvent le concentrer et d'autres pas. Et en fait, ce code, on l'a tous intégré tout petit, en normalisant le fait qu'il y a des adultes qui se permettaient de se comporter comme des connards avec les enfants et que c'était mérité, tu vois, parce que beaucoup... en plus, parce que l'éducation, c'est pas pour que c'était pour notre bien, pardon, que c'était pour notre bien. C'est les tartes que je me suis prises, ça m'a pas tué, au contraire, ça fait qui je suis. Enfin, tu vois, c'est un discours qui est dominant en fait. Donc pour moi, ça explique pourquoi après on se retrouve avec des configurations pareilles où il y a des gens qui cumulent des richesses comme pas possible et on est là, bah ouais, normal. Et où il y a la Caroline Fourest qui dit qu'on bombardait les Palestiniens, c'est pour leur propre bien aussi. Non mais tu vois, mais tu rigoles, mais en vrai, mais c'est fou. Vrai. Mais c'est des mécanismes similaires. Et Sarah Schulman, par rapport au nazisme et tout ça, elle en parle dans Le conflit n'est pas une agression. Il y a tout un chapitre sur ce qui se passe en Israël, etc., à Gaza et tout. Et puis elle fait le lien avec la Shoah. Enfin, c'est hyper... Lisez Sarah Schulman. Mais voilà, pardon. Non, mais je sais pas si tu voulais répondre à un truc là-dessus. J'ai pas répondu à ton truc sur le lien aux communautés. Terminé, et ensuite on parle de lien et là-dessus, c'est vrai que c'est un... Bon, tu parlais de paradigme, moi, c'est effectivement quelque chose... Moi, j'étais assez en accord avec... si on parle spécifiquement des VSS, par exemple, avec la phrase qui dit que, en fait, si les hommes sont violents, c'est parce qu'ils le peuvent. Oui. Tu vois, c'est parce que on est dans une situation sociale, d'organisation sociale, qui fait que on peut l'être et qu'il faut pas aller chercher forcément d'autres explications, tu vois. Et c'est vrai que là, page 99, là, quand il écrit. Par ailleurs, s'il n'y a pas de traumatisme non pris en charge, il n'y a pas de raison qu'une différence de pouvoir entraîne de la violence. Moi, une phrase comme ça, elle colle pas dans ce truc-là. Mais du coup, en fait, de la manière dont tu l'expliques, et peut-être avec ces deux autres lectures dont tu parlais, Schulman et Bessel van der Kolk. Van der Kolk, ça ajoute peut-être des éléments de l'eau au moulin de cette thèse-là, on va dire, qui la rendent peut-être un peu plus... je suis pas encore complètement convaincu. T'as pas réussi à me convaincre entièrement. C'est pas grave. Mais je comprends plus le propos. Et... En fait, je pense que c'est pas... Le fait que c'est pas... Le trauma, c'est pas forcément... T'as une personne traumatisée, elle va être violente, et c'est ça qui explique les violences sociales. C'est l'apathie collective que ça permet, c'est le déni... Le silence des masses. Voilà, c'est le déni généralisé, c'est l'inceste en fait. L'inceste, c'est ça, c'est du déni généralisé. C'est genre, dans une même famille, tout le monde le sait, personne ne dit rien, et puis tout le monde a oublié, et puis en fait, c'est l'enfant qui ment, tu vois. Et puis en fait, le trauma,
Enfin, évidemment, c'est pas ce que je pense, mais le trauma chez ces personnes, il se manifeste sous cette forme, sous la forme de dissociation, de non-intervention, de oui, mais non, mais c'était pour son bien, mais c'est elle qui l'a cherché, mais non, il t'aime. Enfin, tu vois, tout ce discours. Donc, c'est pas juste. Enfin, c'est un peu caricatural, et je comprends pourquoi peut-être tu le vois comme ça, mais quand on parle du trauma comme cause des violences, on ne dit pas juste il y a des gens qui souffrent et comme le Joker, ils vont se venger sur Gotham et c'est que ça. Non, les conséquences du traumatisme sont multiples, elles sont massives, elles se manifestent sous plein de formes différentes. Et une de ces formes-là, c'est le fait de passer soi-même à l'acte violent, mais c'est aussi le fait de se violenter soi-même, c'est le fait de tous collectivement rester dans le déni de certaines situations qui sont dégueulasses et atroces, etc. Au contraire d'être dans la surréaction. Là. Ou au il y a contraire, tout un passage. Et juste pour le point sur les communautés, quand tu disais, ouais, moi, aller dans la rue, militer pour mes droits, machin, truc. Bah, je pense que Juliette en parle dans le livre. Une des principales conséquences que génère le traumatisme sur les humains, c'est justement l'incapacité à refaire confiance à d'autres êtres humains, en fait. Parce que tu as des traumas qui peuvent être causés par une catastrophe naturelle, un accident de la route ou quoi que ce soit, mais quand le trauma, il vient, quand tu es petit, des personnes qui sont censées prendre soin de toi, avec qui tu partages des émotions, une vulnérabilité, une intimité, et que en fait, c'est causé par d'autres êtres humains dans plusieurs relations, bah oui, du coup, le rapport à la relation est très difficile, parce qu'il y a le risque de revivre la même chose. Et un des points, et j'espère que ça va se démocratiser, un des points de maintenant plein de thérapeutes qui essayent de se politiser un peu plus et d'être moins focus développement personnel ou psychologie, c'est de dire, mais en fait, c'est le rapport à l'autre. Sain, sécure, entre guillemets, je préfère plutôt le mot sécure que sain, mais c'est le fait de pouvoir... Bah, typiquement, tu es une victime de viol, tu fais plus confiance en personne, ni ta famille, ni tes proches, tu as été aussi après agressé par ton prof, donc c'est pas possible. Enfin, tout le monde te fait peur, tout le monde te terrorise. Tu arrives dans un collectif féministe qui te valide, qui te croit, qui t'entend, qui te juge pas, qui t'apporte des ressources. Bah, la relation, la communauté, elle agit beaucoup mieux que n'importe quelle thérapie sur laquelle on va se dire soi-même juste oui, alors en fait c'est moi qui ai déformé le truc, enfin tu vois. C'est ça, et c'est pour ça que je pense aussi que c'est super complémentaire et puis que c'est super intéressant de l'amener comme une complémentarité, et c'est aussi dommage parce qu'enfin moi j'ai pas encore trouvé de thérapeute. Mais il y en a. Oui, mais il y en a de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est pas hyper courant. Mais c'est pas hyper courant, qui encourage aussi à fréquenter ce type de lieu. Ça répond aux commentaires de Fraise là pour parler un peu du chat. C'est vrai, bonsoir, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans un espèce de développement personnel. Je pense que c'est toujours important à rappeler. Bon, on vient d'en parler. Oui, c'était un peu notre crainte parce que quand on a lu le truc de se responsabiliser, enfin rien que la manière dont est connoté le terme responsabilité, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on mise tout sur l'individu et que moi au début j'ai eu un peu peur, j'ai lu ça, j'étais oh mon Dieu, mais ça fait très très développement personnel. Et ensuite j'ai changé mon avis. Chez Sarah Schulman, cette notion de responsabilité collective, elle est hyper importante parce qu'elle parle vraiment du rôle des groupes et des tiers dans les événements violents et traumatiques, où elle dit vraiment en fait on doit tous se reconnecter les uns aux autres et se dire bah en fait ouais, si je vois quelqu'un dans la rue se faire agresser, je vais pas juste attendre comme ça de voir si quelqu'un d'autre agit, en fait je me sens concernée. Si j'assiste à je sais pas moi, une dénonciation publique, même si la personne dénoncée a vraiment fait ce qu'elle a fait, bah, comment la communauté s'active autour de la personne dénoncée et autour de la personne victime comme communauté pour justement décharger les personnes concernées et surtout les victimes dans des situations de call-out, etc. Donc, en fait, la notion de groupe, elle est hyper importante. Peut-être qu'effectivement, elle est peut-être moins présente. Mais j'ai quand même l'impression que Juliette en parle dans les... Désolée, je le dis bien, Juliette. Le relationnel traumatisme versus le relationnel correcteur. Voilà. Il en parle sous ces termes-là. Ouais. Non, et puis il y a aussi on parlait aussi un peu avant de Elsa Decmarso, de toute cette question après des processus de correction, de justice, au-delà de la thérapie, aussi du collectif de justice transformatrice et de machin comme ça. Restaurative. Ouais, et même transformatrice du coup. Ouais. Encore un truc qui m'évoquait ce qu'on se disait tout à l'heure sur... Attends, c'était quoi ? Tu me disais, t'étais pas convaincue par le fait que les systèmes... était d'issue traumatique. Oui, voilà, j'y reviens. On parlait tout à l'heure des true crime, des trucs de serial killer, etc. Je pense qu'un des grands combats des luttes féministes, c'est de faire comprendre qu'en fait, les violences masculines, les violences faites aux femmes, etc., et plus généralement personnes sexisées, ne sont pas faites par des monstres. Elles sont faites par, tristement, la majorité des personnes, et même des femmes qui violentent aussi. Et des personnes de l'entourage proche. Et des personnes de l'entourage proche. Enfin, en gros, les violences sexuelles, c'est pas l'œuvre d'un... je mets des guillemets, ce ne sont pas mes termes, mais d'un psychopathe avec un couteau dans un parking à 3h du mat. On est d'accord là-dessus.
Pour moi, la même logique s'applique à comment on interprète les systèmes de domination. Le fait de les voir vraiment comme quelque chose de monstrueusement difficile à déchiffrer, avec des logiques extrêmement sombres et inaccessibles, etc. Pour moi, c'est un peu ce qu'on fait avec les serial killers, de vraiment presque glorifier le système et le serial killer, si je fais un parallèle entre le système de domination et le serial killer, de dire non, mais c'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop lointain, c'est inexplicable, et ça nous échappe. Et en fait, tant qu'on n'a pas fait, je sais pas moi, un doctorat ou 1000 thèses sur un truc, on ne peut pas le comprendre. Alors que pour moi, ma take, c'est de justement faire la même démarche que ce qu'on fait quand on parle des violences sexistes et patriarcales, c'est de dire peut-être que l'explication à tout ça, elle est beaucoup plus décevante que ce qu'on s'imagine, en fait. Peut-être qu'il n'y a pas de grand méchant système hyper bien organisé, hyper obscur et tout, mais en fait, c'est vraiment peut-être moins technique que ça, et juste des gens vraiment pas très intelligents émotionnellement, très peu empathiques, et finalement qui reproduisent des schémas merdiques qui, en fait, finalement, concentrent tellement de pouvoir que les effets sont dévastateurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, bien sûr, totalement d'accord. Et je pense que le seul truc, c'est... Nous, je pense, on dirait parce qu'ils le peuvent avant tout, parce qu'ils occupent une certaine position dans l'espace social. Et aussi, il y a toute la question de, finalement, qui détient la définition de la violence. J'en parlais un peu avec Robin, là derrière, parce que lui, il a lu récemment Saint-Luigi, de Nicolas Frémont. Robin me regarde, c'est bon, je vais pas te demander de venir, mais c'est qui détient les définitions de la violence, et au final, est-ce que la violence n'est pas justifiée? Je sais pas, dans le cadre d'une révolution. Moi, si je prends le cas de Luigi Mangione, qui ça fait référence c'est un Luigi, tu vois le bouquin, Luigi Mangione, c'est ça, qui a tué Brian Thompson, c'est ça, le plus grand CEO d'une assurance de santé privée. Voilà, dans quelle mesure c'est pas justifié? Je trouve que ce serait aussi intéressant, même si c'est pas le propos du livre, mais aussi de déconstruire qu'est-ce que la violence. C'est pour ça qu'il s'appelle Saint-Luigi, j'avais pas compris. Non, j'ai la rêve de Luigi Mangione, mais du coup, moi, j'ai pas encore lu ses livres, mais d'après Robin, c'est très cool. Je pense que là, on touche à un point hyper important. Vous me dites si je dois écourter, parce que vraiment, je pourrais être là pendant des heures. Mais un point qui est hyper important, et que malheureusement, dans les espaces militants de gauche, etc., je trouve que c'est pas assez abordé, c'est que pour moi, effectivement, le trauma et la violence sont inévitables. Pour moi, ça fait partie de la réalité naturelle, humaine. C'est pas un mal absolu. La violence, des fois, c'est juste un malentendu. Des fois, c'est juste je t'ai négligé dans tes besoins parce que moi, j'arrivais pas à y répondre. La violence, des fois, ça peut être... D'où l'intérêt de voir la différence entre le conflit, une agression, tout ça, n'est-ce pas? Je reviens à Sarah Schulman. Mais du coup, pour moi... la violence, on doit l'accepter comme un état de fait qui va faire partie de nos vies, quoi qu'il arrive. Et que, en fait, si notre objectif, c'est de dire il faut plus qu'elle n'existe plus, et il faut la punir pour qu'elle n'existe plus jamais, etc., on va nulle part, on pisse dans un violon. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on reproduit de la violence nous-mêmes en faisant ça. Parce qu'on peut très bien, sous couvert de je ne tolère aucune violence, en reproduire soi-même de façon symbolique, notamment. Ouais, notamment. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais les vitrines. Oh, les pauvres vitrines. On rappelle qu'on adresse nos condoléances aux familles de toutes les vitrines qui ont été brisées lors des dernières manifestations en Suisse. Mais du coup, et qui le seront le 14 juin à Genève. Venez nombreux. Non, c'est pas vrai. Par rapport à la violence et au fait qu'elle est intrinsèque, je pense, à la vie humaine et à la vie tout court. Je pense que la vraie question à se poser, c'est pas comment faire pour que la violence n'existe plus, c'est comment on répare, comment on fait communauté, comment on réagit quand la violence survient. Parce que la violence va arriver. Et je m'étais fait ces réflexions, notamment quand je travaillais avec les gosses. Moi, je suis arrivée avec toutes mes jolies idées en me disant je vais jamais être violente avec eux, jamais. Les joies du travail social. Je ne suis pas maltraitante, je ne suis pas maltraitante. Je me rends compte qu'en fait, que je le veuille ou non, institution ou non, mes traumatismes d'ailleurs jouent un rôle dedans. Des fois, oui, j'ai des réactions violentes. Je sais qu'aux yeux d'un enfant, ça peut être dévastateur. Peut-être que des fois, j'abuse et je m'auto-juge un peu sévèrement, mais je pense que quand même, oui, des fois, j'ai pu terroriser des gosses. Parce que tout d'un coup, sur toi, de par toutes ces lectures. Et même juste ce que l'institution me demande, des fois, me force à faire des choses que je trouve profondément maltraitante et avec lesquelles je suis pas d'accord, mais j'ai pas le choix parce que dans le cadre de mon travail, c'est ça qui est attendu. Comme par exemple demander à des gosses de la fermer et de pas bouger. Pour moi, ça c'est par exemple être violent avec eux. Genre je t'empêche de te mouvoir et de t'exprimer juste parce qu'en fait il faut fermer sa gueule et rester assis à table, tu vois. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait j'ai compris que ce qui compte, c'est pas que j'évite d'être violente parce que j'y arriverai pas quoi qu'il arrive, et que en fait, si je me convainc que je le serai jamais, je vais pas le voir quand ça va arriver. Si je suis convaincue que moi je suis pas violente, quand ça va arriver, qu'on va me le faire savoir, je serai incapable de me remettre en question. Par contre, si j'accepte que oui, ça peut arriver, oui, je suis faillible comme tout le monde, j'ai des angles morts, j'ai des trucs qui m'échappent et tout. Ce qui compte, c'est que quand je me rends compte que ça arrive, qu'est-ce que je fais?
je m'excuse, je prends mes responsabilités, je répare, j'explique, je fais mieux, etc., etc. Et je crée du lien autour de ça. Et je pense que ça, c'est hyper important à garder en tête. Et ça permet justement de réfléchir à la justice anticarcérale, transformatrice, etc. C'est que, bah oui, en fait, il faut bien qu'on fasse quelque chose avec les personnes qui ont commis des trucs horribles. Ouais. Parce que c'est soit on est pour la peine de mort, des hommes violents, on crée une autre planète, on les fout tous là-bas, et en fait, ça marche pas parce que, je sais pas moi, plus de la moitié de l'humanité y sera, ou plus. Mais d'ailleurs, Drouard en parle de tout le féminisme anticarcéral, etc. Ou soit on accepte que oui, à partir du moment où on a des groupes, et des groupes bien formés, c'est-à-dire avec une grosse communauté, ou pas énorme non plus, mais voilà, avec plusieurs individus et tout, et oui, une partie du groupe peut prendre en charge l'agresseur ou l'agresseuse ou la personne criminelle, etc. Et qu'en fait, c'est nécessaire. Tu vois, moi, par exemple, dans ma famille, il y a eu un meurtre. Les personnes qui ont été accusées et qui ont été incarcérées, j'espère qu'elles ont des gens qui les entourent. J'espère qu'elles ont un réseau de soutien. Ouais. Je me dis pas, je vais les cancel et en fait, ils méritent de crever la bouche ouverte. Moi, ça ne va pas me faire revenir mon cousin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, j'espère que ces gens ne referont plus jamais ce qu'ils ont fait. Et du coup, j'espère... ça, il y a tout un travail à faire. Tu vois, qu'il y ait une communauté de gens qui se responsabilisent, qui les aident, qui leur donnent des ressources. Si, par exemple, la cause du meurtre, c'était un motif financier ou ce genre de truc, vous voyez. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma famille, mais c'était pour vous donner juste un exemple de personnes situées aussi, parce que on parle, mais des gens qui ont vécu des violences à ce point extrême et qui s'expriment là-dessus, c'est plus difficile, je trouve, de les écouter, parce qu'en fait, soit on entre dans un discours très punitif de... En fait, en gros, c'est soit tu dois vouloir que les gens y crèvent, soit du coup, t'as pas vécu vraiment ce problème, parce qu'en fait, il faudrait que tu veuilles de la peine de mort, forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est une question qui se pose beaucoup dans les milieux militants, avec qu'est-ce qu'on fait des personnes qui peuvent être problématiques sur certains points. Ça dépend un peu des formations politiques. Moi, j'étais à la JS, il y avait la politique de garder justement la personne dans l'organisation pour ensuite mieux la former et puis pas juste l'éjecter dans la nature, alors que c'est potentiellement une personne violente et problématique. Après, au PS, ils gardent les personnes dans l'organisation même quand elles sont de droite. Donc, c'est ça. Voilà. Mais j'avoue que, théoriquement, je suis totalement d'accord avec ça, mais pour l'avoir vécu, j'avoue que des fois, ça me dérange quand même un peu qu'on maintienne des personnes dans le cercle. Mais en fait, si elles restent en lien avec les victimes qu'il y a eu, c'est complètement très complexe. De mon point de vue, le but, c'est quand même de... Il y a Flora ton laveur qui disait condamnée dans le sens qu'elle soit reconnue coupable. Je pense que la reconnaissance, ça fait pas, c'est un truc qui est assez commun à toutes les personnes qui écrivent autour de la justice transformatrice, restauratrice et la restaurative, pardon. C'est que le point de départ, c'est qu'il y a une reconnaissance. Et la reconnaissance permet justement le fait de voir le trauma où il a été exprimé. Et par rapport à ça, il y avait un autre commentaire. Ah oui, ça me fait penser aux espaces safe que certaines personnes arrêtent de nommer comme ça, dans l'idée que ça ne peut pas exister réellement. Mais je sais plus comment ils les nomment à la place. Toute la réflexion. Je sais pas. J'ai pas non plus j'ai pas la ref de le nom alternatif aux espaces safe. Mais oui, il y a cette idée de l'espace militant qu'on pensait safe un temps. Il y a eu un peu quelques années de cette espèce d'illusion que les espaces avec des militants, attentes hyper élevées, et puis les safe space, les espaces en non-mixité. En fait, on se rend compte maintenant que en fait, il y a la même reproduction de certaines dynamiques violentes. Enfin, bien sûr, on n'est pas dans une bulle, et puis les mêmes violences, rapports de domination s'appliquent partout. Il y a eu un article récemment dans le Blick, je crois, où ils interviewaient une personne dont un proche avait été tué par un ado. Il disait vouloir la punition la plus haute, la non-application du droit pénal. Mais parce que c'est le discours dominant. Oui, bien sûr, on est dans une société qui ne fonctionne que comme ça. C'est totalement impartial, pardi. Mais il y avait le commentaire de Nusi là. Mais on fait quoi ensuite? Et on peut peut-être... Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Je rappelle qu'il y a un Discord si vous voulez venir échanger quelques mots avec nous, avec Carolina qui est encore là pour quelques minutes. C'est vrai que le temps file, donc si vous avez des questions, des interventions, n'hésitez pas, c'est le moment. Point d'exclamation Discord, et si vous le faites, après je vous explique les étapes. Et puis qu'est-ce qu'on fait ensuite? Moi je trouve que la partie que j'ai trouvé avec laquelle j'étais le plus en accord dans le livre, c'est le 3e chapitre où elle fait un peu la liste des possibilités, que ça soit à la fois thérapeutique, il y a vraiment de tout, ça parle de MDR, ça parle de liens, ça parle de collectif, ça parle, donc c'est des trucs à la fois très thérapeutiques et tout. Et je pense que ça, moi, malgré le fait que je suis un peu en désaccord avec la question de mettre l'accent sur l'aspect thérapeutique en priorité, ça reste quand même, je trouve, une des boîtes à outils
Toi, tu disais pareil, hein, les plus intéressantes. Tout à fait, et je trouve que ça permet un peu de répondre à... J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un problème parfois à gauche où on se dit, ok, alors le problème, c'est les structures, c'est l'oppression. Maintenant, voilà, le grand soir n'arrive pas. Malgré tout, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui subissent des violences, il y a des gens qui sont violents. Il faut quand même faire quelque chose. Et puis en fait, surtout, ces structures, elles font partie de nous. C'est ça. Et on fait partie d'elles. Et en fait, c'est une manière aussi des fois de se distancier et de se dire, oui, mais il y a le racisme et moi. Non, en fait, je suis un rouage de cette grosse machine, donc je fais comment en fait? Et d'où après cette approche où on revient à l'individu, c'est que bah oui, là tout de suite dans l'immédiat, sans trop de ressources et sans organisation hyper carrée autour de toi, ce que tu peux faire, c'est déjà questionner tes propres biais. C'est ça. Déjà questionner comment tu réagis, comment tu parles au quotidien. Mais à nouveau, on normalise énormément de trucs qui sont des dingueries, mais tout le monde, hein. Tout le monde. Moi, quand je fais mes interventions, parce que du coup, je fais des interventions auprès des jeunes ados au cycle à Genève, donc ils ont 14-15 ans. Une fois, moi, j'ai une prof, elle est venue vers moi et elle était saoulée parce que j'avais eu un propos, j'ai dit que tout le monde, absolument, pouvait faire preuve de violence et que c'était sûrement déjà arrivé, même sans s'en rendre compte. Et elle est venue et elle m'a parlé pendant 15 minutes sur le fait qu'elle n'était pas violente et qu'elle ne pouvait pas entendre ça parce qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait en son pouvoir. Red flag. Et j'étais là, bah, j'aimerais trop parler avec tes gamins. J'aimerais trop ça. Et elle était vraiment. Et le truc, c'est que, et ça, on le voit beaucoup dans les milieux militants de gauche, surtout en ligne, à nouveau, c'est cette culture de. Il y a les pestiférés, il y a les autres, et ça essentialise à nouveau, etc. Il y a les hommes, il y a les blancs, il y a les hétéros et les machins. Et je peux comprendre des fois qu'on mette à distance des groupes dominants pour soi-même se protéger, mais en fait, ça reproduit les mêmes logiques. C'est que même... En fait, c'est pas parce qu'une violence n'est pas systémique qu'elle n'est pas violente quand même. Vous voyez, donc je suis pas en train de dire le racisme anti-blanc, c'est super grave. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en fait, t'as pas besoin de dire une dinguerie discriminatoire d'un point de vue sociologique pour que la violence existe. La violence, ça peut exister aussi à une échelle qui s'inscrit pas forcément dans les logiques déjà présentes. Et ça crée les mêmes résultats, en fait. Ça crée les mêmes réactions, ça crée les mêmes difficultés après dans une autre échelle, évidemment. Mais voilà, je voulais juste préciser ça. Madame, vous êtes violente avec vos gosses, j'en suis sûre. Mais par rapport à ça, du coup, peut-être le dernier point, je sais pas si après tu as encore des choses à ajouter, Zoé, mais c'est que dans cette boîte à outils qu'elle propose à la fin, là, c'est quand même une boîte à outils qui est aussi socialement très située. C'est-à-dire que l'accès à la thérapie, c'est pas toutes les classes sociales n'ont pas un accès. Mais le fait même de verbaliser les choses. N'ont pas un accès, voilà, exactement, à verbaliser, à la thérapie, et puis là, on parle uniquement dans un contexte occidental, mais bon, il y a dans le monde entier, l'accès aux soins psy, ou à la thérapie, aux liens sociaux est extrêmement discriminé. Et donc, là encore, j'aurais cette critique de dire, en fait, cette boîte à outils qui est proposée, elle est proposée à une certaine catégorie de personnes, mais politiquement, la priorité, c'est de se battre pour que toutes les catégories de personnes puissent avoir accès à ça, et donc se battre contre les inégalités sociales, et à la fin donc contre le capitalisme, enfin contre cette métastructure qui vient un peu conditionner à la fois les violences et à la fois l'inégalité d'accès à la manière dont on pourrait bien prendre en charge ces violences. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc c'est là où moi je pense que je reste en désaccord un peu avec le comment, voilà, avec le comment, avec le qu'est-ce qu'on fait ensuite. Juliette Drouard a l'air de dire on se soigne, on se responsabilise. Moi, c'est là-dessus que je suis un peu en désaccord, je pense encore. Mais je pense qu'à nouveau, il faut que tous les éléments jouent leur rôle. Heureusement qu'il y a des thérapeutes qui se focus thérapie et qui font leur thérapie. Heureusement qu'il y a des militants non thérapeutes qui s'occupent que du côté très systémique et tout. Parce qu'en fait, c'est comme dans n'importe quelle organisation. Chacun son rôle, chacune son rôle. Et on essaye de faire fonctionner toute la machine ensemble. Mais c'est pas parce qu'on a des rôles dans lesquels on est les plus efficaces que ça nous empêche d'exercer ailleurs, tu vois. Genre moi, par exemple, j'ai compris que mon truc, c'était la pédagogie, le fait de rendre accessible à la masse et tout. Il y a des gens, ils vont être là, oui, mais elle est pas assez précise, elle est pas assez radicale, et puis en plus de ça, elle minimise vachement des trucs. Mais en fait, heureusement qu'il y a des gens comme moi qui font ça, parce qu'en fait, en attendant tant que toi, tu parles, tu vas prêcher ton église, il y en a d'autres, en fait, ils ont besoin d'entrer dans l'église aussi, tu vois. Enfin, métaphorique de l'église, vous avez compris, on se capte, quoi. Catholique, quoi. Ouais, voilà. Le côté catholique qui ressort. En fait, je suis toujours catho. Non, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y en a des biens. Il y a des critiques à faire et des avantages à chaque situation, finalement. Là où il faut faire gaffe, c'est que quand tu es face à un thérapeute qui a sa vision full responsabilise-toi tout seul, etc., tu peux le brancher un peu militantisme politique et lui dire
tu vas aller un peu complexifier ton truc. Et inversement, quand tu es dans des milieux ultra radicaux, politisés et tout, et que tu vois qu'il y a des gens qui ont des comportements mais monstrueusement problématiques d'un point de vue relationnel et tout, parce que en fait, moi, je veux bien que tu sois le mec le plus anticapitaliste de la Terre, mais si tu t'adresses à moi comme une merde, je vais quand même te dire, va en thérapie, frère. Enfin, qu'est-ce que tu me parles comme ça? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, et souvent, il y a des immenses biais cognitifs. Ton anticapitalisme ne va pas résoudre le fait que... Pas que je me comporte comme une merde. Oui, c'est bon, j'ai moi, allez. Je te pensais pas à toi. C'était le mot de la fin. Non, c'était pas adressé à toi. Non, mais je pense qu'on pourrait totalement tenir une discussion de qu'est-ce qu'on fait à partir de ça, en fait. Genre, la révolution n'arrive pas, on va continuer à militer pour avoir un système de soins, se soigner, etc. Plusieurs réalités peuvent exister en même temps. At the end of the day. On y revient. Robin dit la révolution n'arrive pas, alors on espère, on milite pour qu'elle n'arrive, mais le grand soir n'est pas encore arrivé, Robin. Et en fait, ce ne sera pas un truc qu'on va pouvoir identifier comme ça, je pense, radicalement. Mais tout ça pour dire que, en fait, à nouveau, on revient à ce truc de pluralité des paradigmes en sociologie, en sciences sociales. La conclusion pour moi, c'est il faut qu'on se rende compte que, c'est comme quand on parlait de justice restaurative et tout, il n'y a pas on doit choisir la victime ou le bourreau. En fait, on peut faire les deux. Il n'y a pas on doit choisir le structurel ou l'individuel. On doit prendre en compte les deux. Il n'y a pas est-ce qu'on s'occupe de la classe d'abord ou du patriarcat ou tout. Mais je l'accorde, c'est dur parce qu'on n'est pas tous des centres de recherche à nous tout seuls avec des ressources infinies. Donc c'est bien que justement il y ait des petites spécialités et qu'on essaye de faire communiquer toutes ces sphères-là entre elles. Je pense que c'est super comme mot de la fin. Et des gens comme toi qui font le travail de vulga, qui articulent merveilleusement bien. Depuis 10 ans, t'as dit maintenant 11 ans 11 cette année. Wow. Dédé le chat qui dit bonjour. Dédé le chat, tu arrives pile au bon moment fin. pour voir le replay dès qu'il sera en ligne. Dédé le chat. Non, le chat, est-ce que vous avez encore des questions à poser à notre invité qui a été excellente? Merci. Ouais, c'était vraiment super. Ouais, franchement. J'ai toujours si peur d'être ultra décousue parce que dans mes vidéos, je monte. J'aurais pas été Non, il y a du montage dans tes vidéos? Et je te jure que oui. Vraiment, on dirait pas. Mais parce que là, c'était si clair. Oh là là, ça se voit que tu as 10 années d'expérience de vulgarisation derrière toi. Peut-être en attendant, vous pouvez encore poser vos questions. Mais si jamais, on va lancer un sondage bientôt. Ah, une question. C'est notre Selim ou... De quoi? Attends. Ah oui, c'est lui, ouais, Selim. Bonjour Selim. Bonjour, qui est donc le cofondateur des Taïkos. Bonjour Selim. Attends la question. Pierrick, je t'appelle. Ah, un appel. Ah, attends, il vient sur Discord. Je peux pas par Discord. Mais attends, tu veux m'appeler par téléphone? Peut-être qu'on est dans une génération révolution. On est beaucoup à aller chez le psy et travailler sur nous quand c'est quand même un bon premier pas. Ouais, oui, il y a des choses qui bougent à ce niveau-là, Nussy, effectivement. Le Discord a été délaissé, ce sera pour une prochaine. Alors attends, Selim, tu veux m'appeler? Free Palestine, GTA 6 2026. D'accord. Mehdi. J'ai Cette jamais joué à GTA. citation sera dans le best-of. Du coup, Selim, tu m'appelles? Attends. Whip. Du coup... Appelle-nous, Selim. Mais du coup, pour combler en attendant, on va lancer un sondage pour choisir le prochain livre. On a pris 3 livres qui ont été proposés sur Instagram. Ah, on a Selim en ligne. Ah, Selim, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jordan. Attends, on va faire le... En haut-parleur, ça devrait marcher. Tu es en haut-parleur. T'as tellement leak mon nom de famille. C'est... le fou du bus. Test son. C'est Robin, est-ce qu'on entend? On l'entend. On l'entend? Parfait. Non? Robin dit non? Alors déjà, bonjour à tous les protagonistes ici présents et présentes sur ce plateau. J'ai écouté, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était incroyable, qu'est-ce que c'est intéressant, vraiment, c'est trop cool. Et du coup, j'ai juste une question à poser à Carolina par rapport à une formation que j'ai suivie justement sur le trauma il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'était un point de vue médical d'un médecin. Je suis désolé, je cours en même temps au studio, donc je suis un petit peu essoufflé. Mais voilà, bref, je vais y arriver. Du coup, c'était par rapport au... excusez-moi, je suis là. Une analyse médicale du traumatisme, en fait. Et du coup, il parlait de scanner du cerveau et de l'impact des traumas. Et en fait, vraiment, sa conclusion, c'était que le traumatisme et les ressentis
les conséquences des traumas qui sont vécus sont en fait créées par la réaction face à un traumatisme du cerveau et pas par le traumatisme en soi. Et du coup, ça rentre vraiment dans ce truc qu'on ne peut pas hiérarchiser les traumatismes. Et s'en est suivi toute une discussion qui était super intéressante. Et je voudrais bien avoir, en fait, vos opinions peut-être par rapport à ça, dans le sens où j'arrive pas à me dépatouiller du truc de... le type était sexologue et il donnait un exemple de traumatisme qui revient tout le temps, qui est que ces patients âgés qui ont des troubles de l'érection, ça vient souvent d'un traumatisme qui remonte à l'enfance, d'une humiliation du père suite au fait que l'enfant se soit uriné dessus. Et du coup, il était en mode, ça peut créer des traumatismes qui ensuite ressortent des années plus tard et ont vraiment des gros impacts, là en l'occurrence sur la vie sexuelle d'hommes. Mais du coup, un enfant qui, pour reprendre l'exemple dont vous avez parlé avant, qui vit à Gaza sous les bombes, en fait, il était en mode, on n'arrive pas vraiment à... Si on analyse le cerveau, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des traumas, il peut y avoir une personne qui grandit à Gaza et qui sera moins traumatisée que justement ce petit occidental blanc qui s'est fait pipi dans le froc, quoi. Et je sais pas si vous arrivez peut-être à essayer de, démêler le nœud, parce que je comprends trop la logique, je vois le truc, mais c'est hyper difficile pour moi de l'entendre, quoi. Merci Céline pour votre question. Merci. Je retourne sur le live et puis je regarde votre réponse. Moi, ça m'a évoqué deux choses. Je ne sais pas si vous voulez répondre d'abord. Non, vas-y. Ça m'avait évoqué deux choses. La première, c'est que je vais prendre une image pour peut-être illustrer ce que j'essaie de dire. Par exemple, tu vois, une fracture à un os, elle peut être causée de 1000 manières différentes. Tu peux te péter le pied comme je l'ai fait stupidement sur des rollers en faisant un saut sur du plat à l'arrêt, parce que c'est comme ça que je me suis cassé la cheville. Mais tu peux aussi te péter la cheville en vivant un accident de la route, choc frontal sur l'autoroute à je sais pas combien de kilomètres/heure. Dans tous les cas, ton pied est cassé. Et moi, je vois un peu ce truc comme ça. J'en sais rien de à quel point... c'est pertinent ou pas de calculer la force du traumatisme sur le cerveau et tout, mais ce que j'en sais, en tout cas ce que j'en ai compris, c'est que le traumatisme, ça fonctionne pareil. C'est que tu n'as pas besoin de vivre un accident en choc frontal sur l'autoroute pour que la fracture psychologique, elle se crée. Ce que je veux dire, c'est que quel que soit le moyen par lequel on est passé pour arriver à ce résultat, le résultat reste la fracture. Évidemment, un choc frontal va avoir des conséquences bien plus profondes et sur le long terme, etc., qu'un pauvre saut sur des rollers, mais... si on s'en tient qu'à la fracture et donc à l'existence du traumatisme, du psychotraumatisme dans le corps, il a suffi de cette chose pour que ça se casse. Donc, je ne sais pas si du coup ça... Enfin, vous voyez ce que je veux dire à travers cette image. Donc oui, peut-être qu'à travers des humiliations d'un daron sur le fait de s'être uriné, ça suffit, comme ce petit saut pour se casser le pied, ça suffit déjà à niquer... une grande partie de son estime de soi, de son rapport à son corps, etc. Et je pense que on se rend pas compte qu'à quel point ça va vite, en fait. Il y a des trucs qui, à nouveau, sont des détails pour nous, mais qui sont désastreux chez d'autres personnes. Mais comment on crée du discours, a fortiori du discours politique, là autour, sans tomber dans le relativisme et sans tomber aussi dans l'excuse ? Là, après, ça dépend de la posture des personnes qui énoncent ce discours. Tu vois, moi, je me permettrais pas de faire des parallèles comme ça, personnellement, de dire, tu vois, par exemple, je parlais de Sarah Schulman qui parlait de la Shoah et d'Israël. Elle fait pas du tout des raccourcis aussi faciles. Et justement, dans son livre, elle prend tellement d'exemples et elle prend tellement le temps qu'au début, tu peux avoir peut-être un peu la sensation, comme avec Juliette Drouard, de se dire, mais il n'y a pas de fil rouge, je comprends pas. Le fil, c'est le mécanisme sous-jacent derrière toutes ces interactions. Mais moi, j'ai pas la réponse parfaite à cette question, parce que moi-même, on a déjà pu me reprocher de faire des parallèles bancal, je sais pas comment on dit. Bancal, je crois. Donc je sais pas comment produire du discours correctement là-dessus. Mais la deuxième, il y avait un autre truc que tu as dit qui m'a interpellée, je l'ai perdu. Attends. Ah oui. Je parlais du fait que moi, dans ma famille, j'ai vécu typiquement, c'est pas que ça, mais un des événements majeurs traumatiques de ma vie, c'est le meurtre d'un membre de ma famille. Moi, le fait de l'avoir vécu à distance, ici, dans le cadre comme la Suisse, etc., ça fait que le traumatisme que j'ai vécu, il était vraiment immense par rapport à la façon dont il était perçu une fois que je suis allée là-bas. Bien sûr que pour tous les membres de ma famille vivant en Colombie, c'est affreux, évidemment. Mais en fait, ils ne comprenaient pas comment ça m'avait
pourquoi ça me touchait autant. Bah, en fait, pourquoi ? Parce que du milieu d'où on vient, dans la région d'où on est, des familles qui vivent ce qu'on a vécu, il y en a plein en fait. Et donc en fait, c'est pas pour dire que c'est moins grave, c'est juste qu'en fait, à nouveau, on revient à ce truc de tolérance à la violence. C'est que les gens, quand tu vas leur dire, voilà, on a tué X, ils vont être attristés pour toi, en mode ouais, c'est trop grave et tout, machin, tout le monde va être triste, machin. Mais le rapport à la notion de meurtre, elle est beaucoup moins intense que si ça arrive à quelqu'un qui a vécu à Genève toute sa vie et qui n'a jamais été de près ou de loin face à ce genre de situation. Donc, c'est pas pour dire, du coup, ma famille en Colombie vit mieux le meurtre. C'est juste que l'intensité émotionnelle et la durée du trauma et du deuil, elle est aussi impactée par l'environnement dans lequel on est. Et pour reprendre ton exemple, quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, qui vit justement dans des contextes sociaux et culturels où la violence elle est vraiment massive et extrême, peut-être que... Enfin, je veux dire, moi, tu parles avec mes cousins qui sont les frères de celui qui a été tué. Eux, ils sont super chill sur des trucs qui, moi, me paraissent aberrants. Tu vois, ils sont là, ouais, mais bon, ça, vas-y, on s'en fout et tout. Alors que pour n'importe quel random de Genève ou de Lausanne, ce serait genre, le drame du siècle. Et en fait, ils ont grave normalisé des trucs. Donc, je sais pas s'ils normalisent parce qu'ils sont dissociés et traumatisés ou s'ils normalisent parce qu'en fait, juste le contexte fait que ton baromètre, il se calibre différemment. Mais voilà, ça m'a évoqué, j'ai pas de réponse à ta question. Je suis désolée, c'est juste les deux trucs auxquels ça m'a fait penser. C'est une question, on va pas l'aborder maintenant parce qu'on en a pour de nouveau pour 3 heures, mais cette question que tu viens de soulever là, de est-ce que le fait de mieux tolérer, c'est lié à être plus dissocié ou plus associé ou plus aligné? Je pense qu'il y a toute la question de la socialisation pendant l'enfance, socialisation primaire, secondaire, qui structure ensuite un peu ta personne. Enfin, ça dépend tout. Mais tu as aussi ta manière de cope avec les différents traumas. Oui, sans doute. Juliette Drouard parle du BDSM, tu as fait une blague avant. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais voilà. Le chat, encore une question. Un fou du bus comme Selim qui nous appelle vous pouvez encore nous envoyer des pigeons. C'était pas un raccourci, si je puis me permettre, c'était de dire qu'on ne peut pas vraiment anticiper l'arrivée de Selim. Qui avait été produit par la réaction du cerveau à l'événement et pas à l'événement lui-même. Oui. Mais du coup, je suis grave d'accord avec toi. Selim, si tu veux répondre, Selim. Quand je parlais de raccourcis, je parlais pas de toi, t'inquiète. C'est juste que moi, on me l'a reproché de faire des raccourcis rapides. Flora, on va essayer de mettre une VOD le plus vite possible en ligne. Avec et oui, de larges extraits. Peut-être qu'on peut encore remercier Carolina parce que c'était vraiment passionnant. Toi, est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose? Tu as déjà fait plusieurs très bons mots de la fin. Ouais. Donc, mais j'ai rien à rajouter, si ce n'est que si les livres dont j'ai parlé tout à l'heure vous intéressent, j'ai une playlist sur ma chaîne où j'ai que des résumés de bouquins. Et j'ai fait la repartager. J'ai fait 3 vidéos sur celui de Sarah Schulman dont je vous parle. J'en ferai une du coup sur ce livre Trauma. J'en ferai une sur Le corps n'oublie rien. J'ai beaucoup de travail, mais vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Pour moi, c'était super intéressant aussi. Donc je me mets comme mission de convaincre Pierrick la prochaine fois que je viens. Alors très volontiers, je peux faire ça pendant des heures. Mais je ne demande qu'à être convaincu. En tout cas, je tiens à dire que j'étais très très sévère sur le bouquin avant le live et je le suis moins maintenant. Donc tu m'as quand même un peu convaincu. Je suis quand même pas 100% convaincu, mais... ça t'a quand même ouvert un peu des portes. Mais ça, effectivement, t'as donné du background, t'as donné des explications qui étaient beaucoup plus claires et nuancées. Et du coup, merci beaucoup pour vos retours dans le chat aussi. C'est super. N'hésitez pas aussi si vous voyez des moyens avec lesquels on pourrait aussi améliorer un peu ce format, parce que c'est encore un peu expérimental. Ouais. On parle de ce bouquin-là, donc on a parlé pendant 1h30 de ce livre-là. Juliette Drouard, Trauma, en finir avec nos violences. Oh, j'ai eu un ton de journaliste là, un peu. Impossible de convaincre ce journaliste apolitique. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, je ne peux pas prendre position en fait, de par mon métier. Je suis incapable de prendre une position politique. Mais du coup, on vous remercie également. Et je pense qu'on retient aussi le bouquin de Sarah Schulman, du coup. Ouais, à fond. Très. On ajoute à la Never Ending Reading List. La file à lire infinie. Mais merci à vous. Et puis, on se revoit bientôt pour un prochain book club avec un nouveau livre. Et du coup, on lance le sondage ce soir. On a sélectionné 3 livres. Est-ce que tu veux en parler maintenant? Les 3 livres? Non. Okay. On a sélectionné 3 livres qui ont été proposés via Instagram. C'est des livres assez différents. On a à nouveau un essai politique, mais on a aussi cette fois un peu un roman dystopique, donc ça pourrait aussi être un peu sympa. Donc voilà, on vous laissera choisir et puis on fixera une date pour le prochain book club. Et on se réjouit trop. Non, ok, on les présente pas maintenant, du coup. À moins que tu veuilles les présenter. Non, je voulais savoir si Carolina en connaissait un des 3, mais... vas-y si tu veux.
Pas maintenant. D'accord. Tu me diras ça en off. Ça marche. Yes, bah on va couper, on va y aller. Yes. Merci beaucoup. Hey Robin, viens faire la technique pour mettre fin au live. Est-ce que vous voulez mettre... Beaucoup tout le monde. Ok, bon, ok, on va mettre là. Ok, j'arrête le streaming alors. Je voulais mettre de la musique Merci et tout, à vous faire vous. passer un bon moment, mais en fait, il y a Céline qui est là. Allez, ciao ciao. Ciao. Merci d'avoir été là. Ah, merci pour le lien.